les chéris, hein. Merci, c'est un bonheur de vous voir, la vérité. Et puis hier, c'était très très nombreux. Je rigole parce que... Je rigole. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, c'est moi. Ah ouais. Axel. Aïe, je sais pas, vous me faites rire. Il est partout, il est partout. Il est partout, il était avec moi à la radio, il est C'est là. vous, hein. Moi, Il met une veste, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Ça, je peux vous le dire ce que je veux. Ouais, on sait. Merci d'être là, les chéris. Vous étiez très très nombreux hier, hein. Plus de 2,1 millions. Merci à vous. Merci les chéris, merci. Juste après TPMP, les Morphalous, bien entendu, sur C8, magnifique, cycle Bébel. Hein. Et la semaine prochaine, le Marginal. Et la semaine d'après, le Bernard Montiel. Merci les chéris d'être là. J'espère que vous êtes en forme. Écoutez, C'est bien de faire je suis le grand gagnant de la soirée, ça me va très bien. L'insomnie. Ça va? Les journées sont longues, mais elles sont belles. Oui, ça va? Très bien. Bon, Bernard Montiel, comment allez-vous? Très bien, Qu'est-ce merci. que vous avez foutu de votre journée? Alors, j'ai travaillé toute la journée sur les grands du rire que je vais tourner bientôt. Ouais, tournez-le C'est vrai. avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Ça y est. Hein, c'est bon, bah c'est vrai, bah je dis, bah oui, moi je dis les choses, j'en ai rien à foutre. Hein, Montiel, vous en avez encore combien tourné? 6. 6. On va jusqu'au 14 décembre, tous les samedis après-midi. 6. Ah, c'est ça que je devais faire? Oui. Non. Je devais le faire, ça aussi. Voilà, 6. Vous en avez 6 à tourner ou pas? Oui. En co-animation. On tourne mardi, mercredi et jeudi Vous prochain. êtes sûr que vous en avez encore 6 à tourner? Oui. Ça vous paraît beaucoup? Oh non. J'appelle Lionel Stan. J'étais sûr, fallait pas que je parle de là l'émission. là là là. Non, mais j'appelle Lionel Stan, le directeur général d'H2O. vous dites- Continuez. Non, alors, et donc, Je continue, donc je tourne. Tous les invités sont vous tournez prévus. combien? Dis-moi, Lionel, mon chéri, dis-moi, les Grands du Rire, ils sont jusqu'au 14 décembre? Oui. Vérifiez ça quand même par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Quand même. Merci. OK? Comptez jusqu'au 30 novembre. Allez, merci. Merci. Non, mais sûr, j'aurais vérifiez pas ça. dû le dire. Merci. C'est sûr. Non, mais si vous avez des trucs à faire, faites-les. Non, c'est Ouais. un petit conseil que je vous donne. Voilà. Pour ça, on les fait vite fait, là, maintenant. Non, t'emmerde pas, les fais pas vite fait, les fais pas du tout. Non, merci, mais j'adore mes bacs en plus. Oui. Le producteur, mais Et puis Karen, fais gaffe, bah oui, quand même, fais gaffe. Morizet, Non, que c'est vous pas aimez Karen, beaucoup c'est aussi. Isabelle Morizet. avant que j'oublie, Arrête de l'appeler Karen Chell, elle s'appelle Isabelle Morizet. Isabelle Morizet. Parce que je t'appelle Mahmoud Abbas, toi. Non, mais c'est vrai. Abbas. Non, franchement, ouais, c'est vrai. Avant que j'oublie, vous avez de gros bisous de Nolwenn. Non, je l'adore. Ah oui, J'adore Nolwenn. Ah, je l'ai reçue à la radio, elle m'a dit surtout tu embrasses Cyril. je sais, j'adore son compagnon, Arnaud. Oui, Clément. bah oui. Eh ouais. Il eh est ouais. fort au paddle ou Très fort, il a très bien joué. Non, il joue très bien et on se voit très souvent sur les tournois. Il est incroyable, il joue très bien. Et il s'est mis à fond. Il joue très bien, Arnaud. Je l'embrasse. Je le verrai très prochainement pour un P2000, je crois. Qui fait également là, bientôt, là, mi-octobre. Comment elle va, celle-là? Elle va bien? Ah oui, bah, qu'est-ce que vous avez? Vous revenez d'où, là, comme ça, là? Comment ça, je reviens d'où? Bah, vous étiez où? Bah, j'étais avec vous sur Europe 1. Mais je vous ai pas On vu. vient de se quitter, on s'est retrouvés. Non, c'est vrai? Ça fait un petit delta de quoi, 10 minutes? Bah, comment ça va? Pas super. Vous êtes content d'être là? Bah, moi, ravie. D'accord. Si vous deviez éliminer une personne de cette émission, ce serait qui? Oh, vous tournez tout de suite vers Gilles. Ah, mais franchement, c'est pas gentil, sans rigoler. Quoi? Non, je n'élimine personne. Non, Benaïm, allez. Il faut éliminer quelqu'un. Allez, c'est parti. La vache. Bah, dites-le. Bah, Gauthier vient d'arriver. Non, pas Gauthier. Ça, c'est pas gentil. Pas Gauthier. Pas Gauthier, bah, Gauthier. dites-moi qui j'élimine. Non, qui vous voulez absolument que ce soit moi, quoi. Ah, pas du tout. Bernard Montiel, Bernard vous éliminez Montiel. qui? C'était Moi Ouais. Bah, vous avez bien raison. Merci. Vous avez bien raison. Oui. Interdiction de dire Gauthier. Ah, Interdiction de dire Gauthier. ok. Alors, Bernard, alors. Bernard, très Vexé, bien. Valérie, on est tous les jours à côté à la Je sais, radio. mais c'était pour faire Et tu une mets vanne. déjà qu'on n'est pas à côté, là, je suis Moi, très... Je t'aime. Ouais. Moi, pardon, pour l'instant, je ne t'ai même pas présenté. Allez, vous me faites... Tu es off. Pour l'instant, tu es off. D'accord. Jean-Michel Maire, bonsoir. Alors, Qu'est-ce que vous avez fait je n'étais aujourd'hui pas sur Europe 1 et j'aimerais bien savoir pourquoi d'ailleurs, parce que je n'ai jamais été convié. Il n'y a aucune autre émission qui. Alors j'imagine c'est un problème de compétence. Oui. Voilà, bon, donc le problème est réglé. Donc j'ai rien foutu aujourd'hui, j'ai regardé la télé. Tranquille, quoi. C'est quoi votre journée, vous?
Oh, bah, je me lève assez tard, vers 10-11 heures. Ouais. Et puis après, je regarde CNews. Et après, je regarde pas mal d'émissions. Danger dans le ciel. Et j'aime bien les crashs d'avion. Ah ouais. Ça. Un peu le monde. Alors, si vous voulez voir, il y a danger dans le slip aussi. Avec Fabien Lecoeuvre qui arrivera tout à l'heure. Hein. J'étais sûr. Je promène mon chien, je regarde un peu Monk. Enfin, je m'occupe en attendant. Ouais. Puis je travaille aussi. Ouais, bien sûr. Boulot, boulot, boulot. Et donc, vous arrivez ici vers 17h? Non, je prends mon taxi à 17h45. Donc j'arrive à 18h. J'arrive juste avant vous, pour pas que vous me chopiez D'accord. en flagrant délit de glandage. Donc, en fait, vous ne faites rien de la journée. Ah, rien. C'est magique. Si vous aviez une personne à éliminer de cette émission, ce serait qui? Gilles. D'accord. Mais je veux bien qu'il reste, mais qu'il ferme sa gueule. Oh non. Gilles, ne l'écoutez pas. Kelly, comment ça va? Ça va super. Vous avez fait quoi aujourd'hui? J'ai déjeuné avec Nathalie Marquet. Ah, elle est sympa, je Elle l'adore. vous embrasse. Ouais, je l'adore, ouais. Elle vous aime d'amour. Ouais, je sais, pareil. Vraiment. Ouais, pareil. Et si je devais éliminer quelqu'un, je dirais vos shoes. Qui? Vos Les chaussures? Vous êtes arrivé tout à l'heure et j'ai vu vos chaussures, c'est une horreur. Ah non, j'en Ah non. Ah, elles sont incroyables. C'est du combien? Bah, elles sont incroyables. Ah, mais moi, je les veux absolument. 42,5, 42. donnez la Pas de GG. temps sur les chaussures, elles sont trop. Bah ouais, elles sont incroyables, tout le Ah monde oui. les veut. Ah, moi, je les Ah, veux je sais que c'est des absolument. collectors. Ah, Ah oui. franchement, C'est ça le GG. problème avec la craqué mode. tout de suite. GG, elles sont incroyables. Je voudrais Je sais, absolument. bah ouais. elles sont- Ah, et moi aussi, Elles j'ai méritent flashé. bien. Après, elles sont Quand vous aurez du Vous êtes goût. trop fashion pour moi. Ouais, oui, bah voilà, exactement, c'est vrai. Bah voilà, merci. Ah, bah c'est oui. super. Et, ouais, bah oui, bah, alors, Pose-toi la question maintenant. voilà, autant Géraldine, ça me fait plaisir, autant Bernard, quand il me dit, il ne manquerait plus que Gilles, je les trouve belles, et là, je les jette. Je les jette. Je vous dis, je les jette. T'en supplie, dis-le. Vous éliminez qui, sinon? Par vos choses, non, mais- je dirais Jean-Mi. Jean-Mi, pourquoi? Et Pourquoi Jean-Mi? Parce que tout à l'heure, il m'a dit ouais, ça dérange si je te mate pendant l'émission. ça va pas, non, mais... Elle ment en allemand, ça Allez, se hop, voit. y aller. Je peux pas inventer ça. Elle ment jamais. Je peux pas inventer ça. J'ai entendu, en plus, il y a eu un petit... Ah, voilà. J'arrive. Je regrette. J'en regrette. Gilles Verdez. Ah bah moi c'est l'inverse, et si je devais garder seulement quelqu'un, ce serait Kelly. Ah ouais, vous éliminez tout le monde. Ah oui. Il y en a qui vont s'éliminer par la force des choses. hein. Voilà. Vous, bonsoir. Alors moi, si on ne pouvait pas m'éliminer, je viens juste de revenir, ça m'embêterait beaucoup. Et j'aimerais bien voir vos chaussures, parce que moi, je n'ai pas vu. Ah, vous les verrez tout à l'heure. Pour l'instant, regardez, même là, ici. Merci. Alors, vous éliminez qui, bordel? Ben, moi, j'élimine... Ah alors, déjà... Mon vélo. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. hein. Ah, mais mamie, t'es bourré. J'ai du mal à me maintenir en place, et en plus, j'élimine quelqu'un d'entrée de jeu. Dites-nous, t'es beurré. Moi, j'ai jamais pris de cuite de ma vie. Ah ouais. Tu devrais, hein. Vous devrez. Non, et alors? Ben, je veux dire Bernard, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps que je sais qu'il ne va pas en prendre ombrage. Non, mais alors, il s'en fout total. Ouais. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Vous êtes déjà sortis ensemble? On s'est retrouvés à des tas de trucs ensemble. Non, mais vous avez On se déjà... connaît depuis très longtemps, Il y c'est a déjà vrai. eu grand-papa dans... Ah, écoutez, je vais vous dire. Je vais vous dire la Il y a vérité. déjà eu arrière-grand-papa dans arrière-grand-maman. Je vais vous dire, quand j'ai rencontré pour la première fois, elle m'avait interviewé, j'étais archi séduit. Non, c'est pas grave. Oui, très séduit parce qu'elle est brillante, Elle est belle. elle est adorable, elle est très pro. Ouais. Et on est restés amis. Voilà, sans mettre papa dans maman. J'étais comestible. Ah oui, hein. Et ça y est. Oh là là, Ça fait la longtemps blague. qu'elle n'est pas dit. Oh là là là. C'est pas que c'est comestible, ça. Mon père, mon mari me dit toujours. Vaut mieux une travailleuse qu'une paresseuse. Merci. Et un lever de jambe. J'en peux plus. Jusqu'ici, tout va bien. On n'en peut plus, hein. Est-ce qu'il y a Jean-Mi? Jusqu'ici, tout va bien. Ah ouais, ça. Ouais, ça va, Raymond? Ça va impeccable. Vous avez fait quoi, vous, aujourd'hui? 3 heures de sport. Non, ça- Première fois, ça m'est pas arrivé depuis 3 heures de sport. peut-être 10 ans. 3h10 de sport. Vous pensez que c'est un pas une mytho vanne, ou pas C'est pas une vanne. 3 heures de sport, sans m'arrêter. c'est Où pas ça? une vanne. T'as fait À quoi? la salle, j'étais à la salle, j'ai fait du vélo, j'ai commencé en vélo. Après, j'ai fait du tapis, j'ai fait 1 heure de tapis. C'est pas une vanne, quand vous Du voulez. tapis, c'est-à-dire vous étiez allongé sur le Ouais, je tapis? suis allongé sur Quand on est allongé sur le tapis, c'est pas du sport. Je vous le dis. Et après, j'ai fait un peu de muscule. Et on a fait un jeu avec un pote, je lève mon pied à 1m95. Ah ouais? C'est-à-dire que je peux mettre un coup de pied dans la tête d'un mec qui fait 1m95. C'est moins bien qu'Isa, du coup. Hein. Non, elle monte pas à 1m95. Si, si, elle Est-ce que monte. c'est 1m95? Elle est très très souple. Tu sais ce que c'est 1m95? Bah vas-y, montre-moi. Non, mais Ah ouais, 1m80. Non, mais 1m... Mais non, mais il n'y a pas de mesure. Ça sert à rien. si. Il y a Gilles. Il y a Gilles. Non, non. Elle monte pas à 95. J'ai fait vraiment 3 heures de sport. Faites-le, ça va. C'est sûr que c'est vrai, c'est pas une vanne. On va assister à une luxation, je me Je vais me Allez-y, plaquer. allez-y, montrez, montrez. Bah, mets Gilles à côté, je passe à pourquoi côté tu de me Gilles. regardes, moi, Non, j'ai mais je passe à côté de toi. Tiens, viens sur moi. Je fais 85.
Mais quelle jambe Mais ça, 85, mais déjà, il essaye de viser là. Bah, regarde. Hein, tu fais combien 1m85 Elle est passée au-dessus la jambe. Regarde la jambe. La jambe, elle passe au-dessus. Ah, tu fais 1m85 Oui. Elle passe bien au-dessus la jambe. Non, elle passe pas bien au-dessus. Elle passe au-dessus la jambe, largement. Non, ah non, Si, elle passe. Elle passe au-dessus la jambe. Bravo, bravo. Alors faites-le. Mettez votre pied sur son épaule. Fais-le, toi. Mets ton pied sur mon épaule. moi. Viens. Il va me le foutre dans la gueule, lui. Voilà, vas-y. Comment ça va, GG? Ah, vous éliminez qui, vous? Moi, j'élimine Jean-Michel. Ah, pourquoi? Parce qu'il m'a basé tout l'été. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai attendu devant chez lui, il m'a dit viens ce soir, je l'ai jamais vu. Il est essoufflé quand même. Hein. Bah oui, bah c'est normal. Eh oh, t'as vu ce que j'ai fait là C'est ce que c'est, ça? 3 heures de sport, tu sais ce que c'est ça 3 heures de sport, mais ça va. Oui, bon, bonjour, GG. Ça va? Alors, vous, ma chérie. Alors moi, petit réveil à 7h30, je lis les journaux. Oh, J'avais une partie de tennis à 9h. Non. Ouais, La avec une fif. copine, voilà, trop bien, pendant 1 heure. Et après, j'ai bossé. Elle, franchement, c'est la belle vie. Hein. Ah, et vous éliminez qui? J'élimine alors tout le monde sauf Valérie. Et si je dois éliminer une personne, directement Bernard Montiel. Alors pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui... Oui, ah, dis donc. Non mais c'est parce qu'en fait, c'est une success story pour moi, Bernard Montiel. Ah ouais? Ouais, il a réussi, tout ce qu'il fait, il a réussi, sa longévité, il est beau, il fait jeune, il fait Ouais, plus c'est vrai. jeune. Donc en fait, voilà, t'as tout. Ouais. T'as tout, tu connais Donc elle veut plus voir ta gueule. C'est aussi simple que ça. Alors que nous, on est un peu des ratés, donc Ah voilà, ouais. j'élimine pas les ratés. Non, arrête. Non, non, vous êtes Sévère. magnifique et c'est moi, je suis un petit garçon devant vous. Oh là là. Je ne pense pas, hein. Rien à foutre. Ah, Non, c'est mignon, merci. Bonsoir. Très bien. ça va, vous allez bien? Vous avez fait quoi, vous, aujourd'hui? Alors, mon réveil a sonné à 4h30. J'ai fait la matinale de CNews, l'heure des pros 1, Jean-Marc Morandini, Europe 1 avec Cyril Hanouna. Oh là là. Et là, donc, la tribu de Baba et puis TPMP. Bon, c'est une journée à 10 000. C'est une journée à 10K. C'est une journée à 10K sur la tête de ma mère. Gauthier, plus tu fais d'émissions sur CNews, plus t'es payé ou pas? Non, C'est un forfait. je suis salarié. En revanche, je peux en faire 12. Quand il est à mes côtés. Alors, par contre, quand je suis aux côtés de Cyril, là, oui, ça Ah, c'est tombe. intéressant. Donc, plus je suis proche de Cyril, plus ça tombe. D'accord. Ok. Quel Regarde bonheur. que ça tombe pas dans ta gueule. Fais gaffe, hein. Vous éliminerez qui? Personne, mais vu que Valérie m'a éliminé, Ah, bien la sûr. raison voudrait que je l'élimine, mais vu que le cœur a les raisons que la raison ignore, Oh je ne peux pas l'éliminer. Ah, c'est beau, c'est beau. Oui. Arrête, il a 20 ans. C'est bouleversant. Il a 25 ans. Regarde comment il parle à 25 ans. Non, quel bonheur. Il pourra s'acheter des vestes plus récentes avec tout ça. Non, elle est très récente, elle est très belle, sa veste. C'est un petit tissu sur la Alors, robe, je vais te non, dire la c'est pas- vérité, sa veste est plus récente que ta personne. Il a des manchettes, c'est lui qui dit Ah, ça. bah, c'est vrai, non, mais il a Mon des grand-père manchettes, a la j'adore. même, non mais. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai, Gauthier. Non, mais il vous a défoncé. Hein. Ouais, mais ça doit être vrai en plus. Merci, vous avez vu, il est toujours tout dans ta gueule. Tout passe au Chérie, dans un instant, j'ai un coup de cœur. Dans un instant, coup de cœur. Vous allez parler de moi Coup de cœur encore de qui? Je sais pas, il y a un coup de cœur de quelqu'un, c'est pas vous? Un coup de gueule, moi. Vous avez un coup de gueule aussi, Raymond? Ouais, moi toujours, moi j'ai pas de. Il y a un coup de cœur de quelqu'un, j'arrive pas à savoir qui c'est. Il y a un coup de cœur. Ben moi, Ah, bah vous êtes X sur ma fiche. Bon, bah, il y aura un coup de cœur de X dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous, les 19h14, on est en direct et c'est la tribu de... Merci d'être là, les chéris. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous regarder hier, juste après, bien entendu, les Morphalou avec Bébel. Hein, un kiff. Tiens, il y a du Bébel tous les mardis. C'est bon, c'est la vie, c'est magnifique. Demain, il y aura Rambo. J'adore. Demain, Rambo, ouais. C'est un kiff, je vais le revoir. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je suis un dingue. Les chéris, on va passer au coup de cœur et au coup de... Il y a que Gilles Verdez qui suit l'émission, merci. D'abord, j'ai un petit coup de cœur, moi, il concerne Emilien. Est-ce que vous savez qui est Emilien? Ah oui. Emilien, c'est qui vous... Oui. C'est le méga grand champion. le gagnant des 12 coups de midi. Oui. Richman, C'est qui? j'adore ce garçon. Bah, c'est le recordman absolu des victoires au Bravo, Jean-Michel. 5e étoile, le 4e ou 5e étoile. 13e. Incroyable. Ah bah, Il y a ce qui est bien. 2 millions d'euros. Cinquième étoile. Quoi? Pratiquement 2 millions d'euros 1,5 de gains. million.
Oui, mais on sait déjà jusqu'à quand il va tenir minimum, malheureusement. Ouais. Alors, c'était mon coup de gueule, vous me l'avez pété. Non, coup de cœur. Non, coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Il a remporté sa 13e étoile mystérieuse en découvrant l'actrice Anne Hathaway. Vous savez dans quoi a joué Anne Hathaway? Le diable s'habille en Prada. Bravo, Voilà. ma chérie, bravo, 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 Géraldine Maillet, voilà. Pas seulement, hein. Ouais, Quoi, pas Elle était seulement. Catwoman aussi pour Christopher Nolan. Voilà. Aussi. C'est vrai. Ah, mais D'ailleurs, c'est ça qui tu lui a la permis racontes de- pas, hein. Tu la racontes pas, frérot. Hein. Ça va, hein. Mais s'il y a ple- il y a plein de aussi, hein. Mais Catwoman. Catwoman, Valérie Bien sûr. Bien sûr, j'ai été Catwoman. Ouais. C'est Boulette Woman. Ouais, aussi. moi. Raymond, il a été Kit Catwoman aussi. Il a gagné 29 782 € de cadeaux. Et dont une 13e voiture. Et, oui. bah, c'est incroyable, 13 voitures. Regarde. J'allais faire une vanne. Anataway. Maintenant, oui, c'est bel et bien Anataway pour quasiment 30 000 € de cadeaux. Il a découvert, il a attendu 4 jours et 4 nuits. Je crois qu'il faut maintenant se lâcher. Votre cagnotte, Emilien, s'élève à 1 526 327 €. 1 526 327 €. Il est incroyable. C'est incroyable. Et 13 voitures. Et il est absolument incroyable. Il est jeune. 13 voitures. 13 voitures. Ouais. On dirait votre parking. À chaque fois, il y a une voiture. Quoi On dirait votre parking. Il va y revendre. Là, il va travailler sur le parking. Il va travailler sur le parking, je vais le tuer. Ah, il énerve des gens parce que ça fait très longtemps, pratiquement 1 an qu'il est là, donc forcément il suscite un peu de haters, il y en a marre de lui, etc. Il a 23 ou 24 ans, ingénieur de formation, et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué. J'espère qu'on le recevra ici. Ah ben, vous pouvez lui j'espère. poser n'importe quelle Je l'adore. question, que ce soit en sport. Vous lui demandez qui a perdu de quelques points le prix Nobel de physique en 58, il va vous le dire. C'est une tête, Oui, c'est incroyable ce mec. Moi je suis admiratif de ouf devant ce mec, il est incroyable. Nous qui faisons partie de la télévision, par exemple, on n'a pas le droit de s'inscrire. Si, vous, bah si, vous. De toute façon, tu vas rester Vous un faites pas jour. vraiment partie de la télévision. Non, mais oui, vous. C'est 1,5 million, dis Vous, donc. oui. Bah vous, oui. Bah, ouais, mais vous avez vu ce qu'il connaît, lui, pour avoir 1,5 million? Non, c'est incroyable. Oui, mais moi aussi, j'ai quelques connaissances. Ah, attends, tu Fais un connais peu même de pas. science. Bah, ouais, C'est un puits de science. Tu connais même pas la pour le coup, culotte. Un puits à sécher. Et comme c'est enregistré par session, malheureusement, on sait déjà qu'il va tenir jusqu'à la fin décembre. Fort. Donc il va passer l'année civile déjà Fort. à... Ah, mais vous êtes à fond. Incroyable. Ah bah oui, mais je le regarde peu, mais quand je vais chez ma mère à Biarritz, Ouais. je le regarde tous les midis et il m'impressionne. Eh ben, ouais, En ouais. plus, il est gentil. Bah, mais non, mais j'espère qu'on va le recevoir. Mais pour Ah oui, l'instant, oui. pas pour l'instant. J'espère qu'il va continuer à gagner. Ouais, oui. Ouais, et on embrasse Jean-Luc Reichmann, hein, parce qu'il Ouais. fait des records d'audience. Bon, Jean-Luc, que j'embrasse. Les chéris, vous avez déjà gagné un truc, vous? Vous avez déjà gagné un truc, n'importe quoi, même le concours de Ici, Miss? on a gagné plein de trucs. Hein. Ah oui. Non, mais pas ici. Non, mais qu'on dans a votre vie. reçu. On a reçu. Non, mais dans votre vie, vous avez déjà gagné même un concours. Le Oui. concours vous avez Ah oui. gagné le concours de Mister. Ouais, Camping. Mister Camping Sauvage. J'ai pas gagné, j'ai terminé sur le podium. Et on était 3, donc voilà. Mais Vous avez terminé 3e sur 3. Oh, ouais. Camping sauvage. Et 2 années de suite, ouais. Ah ouais, oh, fort. À Bessèges, dans le Gard. Ah ouais, là, fort. Ouais. Bah, bravo. Bah, C'est bien déjà. Bah, c'est toujours bien. On attend les autres maintenant, vous avez gagné quoi, vous? Moi, quand j'étais petite, je jouais avec mon grand-père, donc on était au Cap d'Agde et on passait nos vacances là-bas. Et il y avait un jeu radiophonique. Et j'ai gagné un nombre de trucs incroyables. Des stages de tennis chez Pierre Barthès, au Non. moins 3 ou 4. Concert de Renault, concert de France Gall, concert de Jean-Jacques Goldman, Ah oui. des trucs à l'Aqualand et tout ça, là, des trucs de toboggan et tout ça. C'était incroyable parce que c'était les Vous meilleures l'avez fait vacances à chaque fois. Bah, j'ai tout fait. Et Non. tu jouais en appelant Bah, mon grand-père appelait, répondait à toutes les questions. Il était quand même très cultivé. Et à chaque fois, c'était nous qui raffions Fort. Ah ouais. la mise. Fort. Et Benaïm, vous avez gagné quoi, vous? Bah non, mais je joue pas, donc je peux pas gagner en même temps. Non, mais elle a une vie. Non, mais dans votre vie, vous avez déjà gagné un truc. Non, mais c'est vrai, une tombola, quelque chose, Benaïm. Mais non, mais Éveille-toi heureuse en un peu. amour, malheureuse au jeu, Oh là là, qu'est-ce que tu veux que je c'est te pas dise? possible. Ah, vous n'êtes ni malheureuse. Elle est malheureuse en amour. Mais et pas du malheureuse tout, au je jeu. vais très bien en amour. Arrête un peu. On sait très bien que Patoche. Arrêtez. À quelle heure? Tu sais où il est, la Patoche, à cette heure-ci? Il est à la maison. Pas du tout. Elle est à la pharmacie en train d'acheter du Viagra. Ah oui, avant la fermeture, je le sais très bien. Monsieur, c'est fermé. Non, mais juste une gélule, s'il vous plaît. Merci. Heureusement qu'il vous aime bien. Ouais, bah oui, bah heureusement, oui. Je l'avais déjà raconté, mais ma belle-mère m'avait offert un jour un truc absolument hideux, un espèce de dauphin avec des dents et des yeux rouges. J'avais fourgué à la tombola de l'école, et ben je l'ai gagné. Ah, elle est incroyable. Elle est
C'est incroyable. Allez, bah tiens, Isabelle, on va rester sur vous, ma chérie. Vous avez un coup de gueule. Parlez. Coup de gueule. Un coup de cœur. Un coup de cœur, oui. En même temps, c'est aussi un coup de gueule, hein, quelque part. J'ai un coup de cœur pour un monsieur qui a un kidam, comme on dit, qui à l'aéroport de Barcelone a vu une pickpocket qui était en train de pickpocketer. Hein. Oui, bah bien sûr. Du coup, il l'a stoppé et il l'a attaché avec son vêtement à une balustrade en attendant que la police arrive si elle devait arriver. Exactement. Et moi, ça m'a particulièrement touchée parce que dimanche, je me suis fait voler mon portable et que ça m'a rendu hirsute. Comment? Je connais bien. J'étais assise, il y a un monsieur, il est venu, il m'a foutu une feuille sous le nez comme ça, et pendant que je regardais sa feuille qui disait qu'il sortait de détention et tout, j'étais en train de me dire est-ce que j'ai de l'argent dans ma poche pour lui donner. Il a passé sa main en dessous et il a pris mon portable et il est parti. Ah ouais. Et je l'ai couru après. Alors Et je l'ai rattrapé près du Monoprix, je l'ai attrapé par le callback et il m'a dit c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors j'avais encore rien dit et il est entré dans le métro, je suis restée avec la veste à la main et puis après il a récupéré sa veste et il est parti, je l'ai pas vu. J'étais folle de rage, donc, si j'avais pu l'attacher, je l'aurais attaché. Et tu crois qu'il a pris ton portable? Ah ben, je le sais qu'il l'a pris. Ah ok. Avec un Minitel Après sous j'ai le bras, passé qu'on 2 heures au commissariat pour porter plainte. Ils vous saluent d'ailleurs, ils ont été adorables. Ah bah ouais, alors, qu'est-ce que vous avez senti? Il est parti avec un Minitel sous le bras, il est fort. Mais c'est une technique, il faut prévenir les gens, c'est une technique très fréquente aux terrasses de restaurants. Souvent, vous êtes en train de déjeuner avec quelqu'un et il y a quelqu'un qui arrive comme ça, qui vous présente un journal qui veut vous le vendre comme ça, il vous le pose comme ça devant les yeux comme ça, et vous dit non, on ne voit pas, et en fait il repart avec le téléphone comme ça. Et le temps qu'on s'en aperçoive, c'est déjà... Alors ça, je vous le dis, mais c'est vrai, c'est ça, c'est un truc de fou. Vous avez que ça va, vous? Ça va? En forme? Ça va? C'était bien le sport? Qu'est-ce que vous voulez? 3 heures de sport. Ah, on voit, vous êtes... c'est bon, merci. Et vous levez votre jambe à 2,15 m, c'est bon, on a compris, merci. Regardez. 2,15 m. Très très bon. Ah bah ça. Tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça que c'est... Et à Warrior. Alors, le problème, c'est que la police n'est jamais venue. La police n'est jamais venue. Ils ont appelé la police plusieurs fois, elle n'est jamais venue. Comme à l'aéroport, il y a plein de police, je comprends. Ah ouais, mais ils sont pas venus. Arrête. Ah ouais, ça fait un scandale en Espagne. C'est ouf. Ouais. Quoi, Gilles Verdet? Ils sont débordés, en fait, à Et Barcelone. vous pensez quoi de ça? Moi, ça me gêne pas parce que je fais pareil avec les pickpockets. Ah ouais, Franchement, dans le métro, je les signale. Il les attache avec son slip. Non, mais je les signale et puis c'est impulsif. Vous voyez quelqu'un voler dans un sac, arraché, vous le dites et vous essayez d'intervenir. Bon, ils sont trop rapides pour vous. Mais... Après, il faut pas rendre la justice soi-même, on est d'accord. Bien sûr. Et là-dessus, c'est un truc impulsif. Le gars, j'aurais fait pareil. Oui, Kelly. Mais à Paris, ils préviennent de plus en plus. Dans le métro, il dit toujours, le conducteur, il prévient à chaque fois. Il dit, ils sont encore là. Bon, ils sont encore là. Il y a des vidéos comme ça qui sortent. C'est dans le métro à chaque fois. Ah oui? Vous l'avez entendu? À chaque fois, ils préviennent. Non, mais c'est un truc. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans le métro. Qu'est-ce qu'ils disent? Les lignes 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 34 sont malheureusement infestées de pickpockets. Veuillez, s'il vous plaît, faire attention à vos affaires, à savoir portefeuille, chaussures, slip et autres. Et alors, vous préférez qu'on vous vole votre portable ou une montre? Quoi? Vous préférez qu'on vous vole votre portable ou une montre? Je préfère qu'on me vole rien, tout ça. Non, mais à choisir. Alors, on en parlait l'autre jour, par exemple, avec Kelly, je me souviens, et on disait que vraiment le portable, c'est vraiment un coup dur. Ah ouais, c'est horrible. Je préfère qu'on me vole le portable, moi. Ah oui? Ah non. Bah, on n'a pas les mêmes montres en même temps. Avec votre montre, on peut racheter 800 portables, donc oui, évidemment. Ah oui. T'es un con. Non, mais t'es un con. Bah non, je suis respectueux, je vous admire. C'est sentimental. Voilà. Ah oui, oui, c'est sentimental. C'est moi qui me la suis offerte pour le 2e week-end de mai. En général, quand vous bafouillez, c'est que vous mentez. Quand je bafouille aussi, c'est pour annoncer des mauvaises nouvelles. Vous êtes virés. Les chéris, on a un coup de gueule porté par Raymond, le sportif qui a fait 3 heures de sport. Il a levé sa jambe au-dessus de la Tour Eiffel. Merci, regardez. Alors. En plus sérieusement, moi j'ai un coup de gueule. On a appris ce matin combien ça avait coûté la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Donc au total, 133 députés qui n'ont pas été réélus. Donc on apprend ce matin que ça a coûté à peu près 60 000 € en papeterie, 2,5 millions en ordinateur. Ça a coûté 25 000 € pour refaire des photos. Tout ça, c'est des sommes. Toutes ces sommes cumulées, on arrive presque à 30 millions d'euros, 29 millions d'euros. Et je trouve que pour dissoudre l'Assemblée, mettre 28 millions d'euros, c'est marqué là,
Je trouve que ça fait quand même une grosse somme, surtout pour revenir au point de départ. En fait, on est nulle part, ça a servi strictement à rien. Si ce n'est que voir les vrais visages de certains hommes politiques. Mais 28 millions, je trouve ça quand même scandaleux. C'est scandaleux, c'est un scandale. C'est très cher. Gilles Vernet. Ils jouent les budget de 660 millions quand même, hein, donc pour relativiser. D'autre part, tu racontes. Le budget, c'est 660 millions, je vous dis, ça a coûté 28 millions. Oui, mais alors. C'est pas non plus une somme incroyable. Bien sûr que c'est une somme incroyable, on aurait pu faire autre chose avec ces 28 millions. Et pour moi, dissoudre. Non, mais je vous dis que dissoudre était essentiel. Donc vous ne pouvez pas vous dissoudre, vous? Mais pourquoi c'est en quoi c'est essentiel? Parce que les gens avaient besoin. Non, les gens, ils n'ont rien demandé. Les gens, ils n'ont rien demandé. C'était pas essentiel. C'est pour ça que c'est mon coup de gueule. C'est pour ça qu'on dépense, on fout du fric en l'air. Au lieu de se concentrer sur ce qui coûte de l'argent, sur des emplois qui ne servent à rien, sur des postes qui ne servent à rien au sein de l'État, on faisait rien. Pourquoi tu as besoin de dépenser 28 millions? Pourquoi? En quoi? Tu avais besoin de dissoudre l'Assemblée? Pourquoi faire? Et qui dirigeait le pays? Mais ça t'a changé quoi? Qui dirigeait le pays? Emmanuel Macron. Qui dirige le pays aujourd'hui? Emmanuel Macron. Et qui dirigeait le pays avant les 28 millions? Mais qui dirigeait le pays avant les 28 millions? Normalement, la gauche avait gagné les élections, donc la gauche devrait gouverner le pays. Voilà, c'est tout. Voilà. La gauche, elle n'a pas gagné. Arrête un peu, elle n'a pas gagné la gauche. C'est des alliances, en fait. Arrête. Et là, avec les 28 millions, il a montré une énorme magouille. Il a juste montré aux gens qu'on prenait les gens pour des cons. C'est pas la gauche qui a gagné, arrêtez de vous faire rêver. Si tu prends celui qui est arrivé en premier, c'est pas la gauche. Si vous aviez gagné, vous auriez Mais non, parce que c'est une arnaque, l'arnaque elle est après. Pas de bêtises, l'arnaque ça a été l'alliance aussi, donc il y a eu que des arnaques. Il le dit lui-même que c'est une arnaque, donc une arnaque à 28 millions. Donc t'es d'accord avec mon coup de cœur? On s'est fait arnaquer pour 28 millions. C'est un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur. Coup de gueule. Non mais il dit n'importe quoi. Mais non, je dis pas n'importe quoi. Ils sont contents. Si vous aviez gagné, vous seriez au gouvernement. Mais c'est ça le problème. Vous avez perdu donc. Ah non, on a gagné, c'est pour ça qu'on fait la gueule, parce qu'on a gagné, on est pas du tout, parce que c'est ceux qui ont perdu qui ont gagné. Au final, c'est ceux qui sont arrivés derniers qui sont au gouvernement. Et il dit qu'on a gagné. Donc forcément, t'as pas gagné parce que sinon ça veut dire que t'as perdu puisque tu l'as dans le cucu. Il reconnaît que c'est ses amis parce qu'il dit on a gagné. Ah oui, exactement. Bien sûr que c'est ses amis. Oui, c'est pour que tout le monde comprenne. Ouais, non, on a compris. C'est un coup de gueule un peu facile de Raymond. Oui, évidemment, quand je vois ce matin la dissolution a coûté plus de 28 millions d'euros, je sais déjà que Raymond, c'est ce qu'il va dire et que c'est voilà, pourquoi. Mais en gros, par exemple, quand tu es un collaborateur parlementaire et que tu es licencié, est-ce que tu trouves que c'est pas normal au niveau du droit du travail qu'ils aient des indemnités? Mais tu es licencié s'il y a une raison. Il n'y avait pas de raison. Non, mais il y a pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Dommage, je vais arriver, il n'y a pas de raison. Tu es licencié. On a la chance d'avoir un spécialiste. Toi, Raymond, tu vas savoir gérer mieux l'État que... S'il vous plaît, on a la chance d'avoir... Et s'il vous plaît, on a la chance d'avoir un spécialiste faire la synthèse ici. Je vais essayer de faire la synthèse. Il va faire la synthèse. Jean-Michel Maire. On est bien peu de choses. L'élection. Merci Jean-Michel. L'élection, elle est ce qu'elle est, c'est le jeu démocratique. On ne peut pas revenir là-dessus, ça sert à rien, c'est se battre contre les moulins à vent. Là où je peux comprendre Raymond, c'est par exemple 30 000 € pour faire des photos. Chaque député va au photomaton, on fait une photo, point barre, 30 000 € d'économisés. Voilà, il y a plein de dépenses comme ça. On leur donne des feuilles, des classeurs, etc. Comme des étudiants. Il faut arrêter les ordinateurs. Ils ont tous les moyens de s'acheter un ordinateur. Viens avec leur ordinateur perso. Il faut arrêter avec ce genre de choses. De toute façon, il commence. On n'aura plus de personnes qui voudront être députés, on n'aura plus de collaborateurs parlementaires. Gamelle, elle est trop bonne. Jamais de la vie. Gamelle, elle est trop bonne. Gamelle, elle est trop bonne. J'ai vu du gruyère à 8 Le gruyère, non, ça a baissé le gruyère. Non, mais par exemple, toi, à chaque fois, tu dis ici que tu es pour le référendum. Tu dis c'est très bien les référendums. Quand est-ce que j'ai dit ça? J'ai jamais dit ça. Tu l'as dit il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est exactement ça. Un 12 octobre. Je l'ai noté. 12 octobre, Raymond dit qu'il est pour le référendum. Non. Les référendums, ça il a dit qu'il était au sport. J'étais au sport, moi, déjà. C'est pas Olive Olive qui disait ça? Ah, peut-être, ouais. C'est peut-être Olive Olive. Alors, tu vois, ah, mais je te confonds. C'est Olive Olive qui a dit aussi c'est nous qu'on paye. Un référendum, ça coûte 60 millions d'euros. Donc voilà, en fait, tu vois, quand tu appelles le peuple, et ben forcément, ça coûte. Mais moi, je te dis, j'ai jamais dit référendum. Il y a des élections. Je pense que quand les Français découvrent ça, ils pensent comme Raymond. Ils se disent 28 millions d'euros pour repartir avec une situation pire qu'au moment de la dissolution. Cette dissolution était complètement inutile. Après, ce que dit Géraldine est aussi vrai. Il y a une crise des vocations. Et si on veut avoir des députés compétents qui connaissent un peu l'histoire de France et qui savent placer, par exemple, le maréchal Pétain sur une ligne chronologique, par exemple, je dis ça au hasard, forcément, si vous ne payez pas un minimum les députés, et après, c'est ce que disent d'ailleurs de nombreux politiques, c'est qu'il y a une fuite des talents et que maintenant tout le monde va dans le privé. Et évidemment que 28 millions d'euros, c'est bon. Ça choque au premier abord cette dissolution qui ne servait à rien. Est-ce qu'on a un sondage? On peut se le foutre où je pense. Merci. Voilà, 91%. Bravo Raymond. Bravo Raymond. Et les gars, et il a
a été au sport. Hein. Je rappelle Clément, il lève sa jambe à plus d'1m95. Et dans un instant, on aura également Big Laoui, qui lève son zizi à plus de 2m20. Merci. Les chéris. Allez, j'ai l'image. On a un coup de cœur de notre spécialiste. Coup de gueule, chef. Coup de gueule. Coup de gueule. Voilà, contre un Les mecs, alors les filles, ça va pas. Mais les mecs. Oui. Ah. Bonjour, oh, ça va bien. C'est les voix, continue. Ça arrive de nulle part. Bonjour, attendez, on se calme, s'il vous plaît. Je suis très content de recevoir ce monsieur que j'aime beaucoup. Donc calmez-vous, s'il vous plaît. Qui est le maire de Villeneuve-le-Roi, donc en relation directe avec ce coup de gueule. Didier Gonzalez qui a été extraordinaire, je le dis. Et heureusement qu'on a les maires. Être maire, c'est pas facile, je vous le dis. Bah oui, dans des communes comme ça, les maires, ils en prennent souvent plein la gueule. Et franchement, je vous le dis, ils bossent. Il y en a beaucoup, la plupart bossent. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Ouais. Et le témoignage de Didier Gonzalez chez Jean-Marc Morandini, il a fait énormément parler. Merci d'être avec nous. Merci. Ah non, ça nous fait plaisir. Vraiment, non mais vraiment, parce qu'on reçoit des cons toute la journée. Le roi, merci. Enchanté. Voilà, commune du nord de Paris où un OQTF d'une trentaine d'années. Au sud de Paris. On s'en fout. Oui, du sud de Paris, voilà, exactement, ça ne change pas grand-chose. Calme-toi. Voilà, avait arrêté parce qu'il avait fait un tag antisémite dans la commune. Il n'en était évidemment pas à son premier coup d'essai parce qu'il avait un peu tout le spectre de la délinquance, stupéfiants, outrage, force publique, agression sexuelle, etc. Une dizaine de condamnations. Et il a plaidé, le plaidé coupable, une formule qui permet d'aller rapidement dans la justice et d'avoir une peine moins lourde que si on attendait de passer au tribunal de façon normale. Et de quoi il a écopé ? Il a écopé d'un stage de citoyenneté. Alors qu'il est SDF sans papier, donc il n'a aucune raison de se présenter à son stage de citoyenneté. Il n'a pas le moyen de le payer, donc ça serait d'ailleurs la communauté qui paierait. Et voilà, et un stage de citoyenneté qui prévoit notamment de rappeler les valeurs, les symboles de la République. N'importe quoi. La main coupée, il n'en a rien à foutre parce qu'il n'est même pas français, donc la République s'en tape complètement. Et voilà, et une sensibilisation aux frais, aux dégâts, aux dégradations, ce que ça coûte à la société. C'est bon, merci. Il n'en a absolument rien à foutre. Concrètement, il est libre. On a monsieur Didier Gonzalez, le maire de Villeneuve-le-Roi, qui est avec nous. Il n'est pas venu pour enfiler les pertes, donc j'aimerais bien lui parler. Merci d'être avec nous. Ces OQTF, on le sait, vous avez dit, vous avez les caméras de la ville, ils sèment le trouble, et vous l'avez vu sur les caméras. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Ah oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a vu ce tag antisémite avec les caméras de vidéosurveillance. On a pu identifier la personne et toujours avec les caméras de surveillance, on a pu aller le chercher là où il était sur la ville. Et donc, on l'a ramené à la police une énième fois parce qu'il est bien connu. Il avait fait quoi avant ? Et outrage, violation de domicile, trafic de drogue, agression sexuelle, 10 condamnations. Et le mec, 10 condamnations. Et donc là, stage de citoyenneté. Non, mais n'importe quoi. Stage de citoyenneté comme si c'était un ado qui avait écrit le prénom de sa dulcinée sur un mur. Il va se retrouver avec ce type... On devient fou, monsieur le maire. On devient fou. Mais on se dit, même monsieur le maire, même vous ne pourrez rien faire. C'est incroyable. Ah oui, et puis surtout qu'on n'a pas de réponse parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Les gens viennent vous voir et pour vous dire à quel point ils sont excédés par ce type de situation qui pourrit la vie. Ça fait 6-8 mois, il y a une dizaine d'OQTF sur ma ville et on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on les attrape, on les remet au commissariat, ils sont libérés le lendemain. Ah mais ils ne changent même pas de vêtements, on les voit avec les caméras, on les rechoppe, on les remet, et il n'y a pas de solution. Et c'est... Mais monsieur le maire, c'est épouvantable. Comment vous expliquez que vous... Parce que, mine de rien, les habitants de Villeneuve-le-Roi ont voté pour vous en majorité. Comment vous leur expliquez ? Parce que je suis sûr que quand ils vous voient dans la ville, ils vous disent « Monsieur le maire, on n'en peut plus, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et qu'est-ce que vous leur répondez ? Exactement, ils viennent vers moi en disant « Mais faites quelque chose !» Bon, alors on a mis des caméras de surveillance, donc on les voit. On a une police municipale, donc on va aller les chercher, on les remet... au service de l'État et après on nous les rend. Et donc j'explique la vérité en disant écoutez, désolé, mais moi j'ai pas de solution. Moi j'ai que les pouvoirs du maire et ils sont limités. Voilà. Non, et la réalité c'est qu'on se fait pourrir la vie par une minorité en ignorant toutes ces victimes. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas ce qu'on attend pour en tirer les conclusions, parce qu'au bout de 10 fois, qu'est-ce qu'il faut ? On attend quoi ?
surtout en matière sexuelle, surtout, enfin, quel que soit le registre, ça devient insupportable. Si c'est un cambriolage qui tourne mal, on dira quoi? Si c'est un véhicule, puisqu'il y a aussi conduite sans permis, on dira quoi? Trafic de drogue, enfin voilà, tout est du même registre. On attend quoi? On attend un drame, comme d'habitude. Voilà. Monsieur le maire, on attend un drame. Voilà, et ça va arriver, à un moment on le sait. Bah oui, on en voit des drames tous les jours, on en a ici. Donc à un moment, il va y avoir un drame. Et vous avez raison de tirer la sonnette d'alarme. Mais on se dit, en fait, qu'est-ce qui... Alors, la question que doivent se poser nos téléspectateurs, il est 19h35, on est en direct, c'est, en fait, qu'est-ce qui cloche? Comment se fait-il? C'est quoi? C'est la justice? C'est quoi? Oui, c'est un mélange de... Il n'y a pas de suite. Hein. Là, on voit bien la sanction. Alors, la sanction, elle est sur le tag, d'ailleurs, au passage, comme si c'était un message tout à fait anodin. Hein. Il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de graduations à établir. Stage de citoyenneté, c'est-à-dire qu'encore une fois, il est comme celui qui a l'ado ou le jeune qui a fait un truc tout à fait mineur. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On doit tenir compte de ses états de service. Il est en train de décliner tous les articles du code pénal. Donc c'est pas possible, quoi. Non, mais c'est incroyable. Oui, Gilles Vernet. C'est pour ça que les OQTF ne peuvent pas être expulsés. C'est impossible, je vous le dis. Mais parce que cette personne-là a sans doute fait des recours. Il n'est même pas placé en centre de rétention. Il n'est même pas placé. C'est à cause de gens comme toi. Mais non, moi je suis... là-dessus, je ne suis pas du tout laxiste. C'est à cause de gens comme toi. Ah non. Pour moi, Géraldine. Bah non. Non, mais en fait, ce qui sème le trouble, en fait, évidemment, c'est cette OQTF. Alors, évidemment, c'est pas les caméras de surveillance qui font le taf. Évidemment, c'est pas la police municipale qui fait le taf. Évidemment, c'est pas vous, monsieur le maire, qui êtes irréprochable sur le coup. Mais pardonnez-moi, c'est encore une fois la justice qui paraît très laxiste, avec des associations qui multiplient les recours, des avocats qui multiplient les procédures. Ah oui. Je sais que monsieur Darmanin avait réduit, je crois qu'il y avait 10 possibilités de recours, c'est ça? Voilà, 12, qu'il avait réduit à 4. Est-ce que ça a été fait concrètement? Encore 4, ça me paraît énorme. 4 recours mais les mecs, quand on est OQTF, mais pas de recours attendez, moi, les mecs, moi j'ai un problème. Moi, vous savez, comme on se dit souvent avec Raymond, les mots ont un sens. OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Et qu'est-ce qu'on lui... Je comprends pas. Voilà, obligation de quitter le territoire français. OQTF, c'est pas, on dit pas, c'est pas un mec. Obligation de peut-être quitter le territoire français après 4 recours et après on verra et puis peut-être qu'il y aura un avertissement du proviseur. Et t'as vu ce qu'on lui donne? Obligation de quitter le territoire, la sanction, stage de citoyenneté. Mais ça n'a aucun sens. Pas de sens. Obligation de quitter le territoire français. Ça doit s'appliquer. Et là, en l'occurrence, il est tunisien. Que je sache, il n'y a pas de conflit en Tunisie, il n'y a pas de situation extraordinaire. On doit le renvoyer. Oui, mais non, mais c'est obligation de quitter le territoire français. Il faut que la Tunisie donne le laissez-passer consulaire. On est là toujours au même problème. À mon avis, le vrai problème, je ne connais pas ce cas précisément, mais à chaque fois, dans 9 cas sur 10, c'est le laissez-passer consulaire qui n'est pas donné par le pays d'origine. Et donc en attendant, il a Villeneuve-le-Roi, il sème la terre. En attendant, il va y avoir un drame. Je vous le dis, je connais, ça va, là, on le sait, monsieur le maire le sait. Il est connu depuis 2017. Ah oui, agression sexuelle quand même. Il a 35 ans. Donc on n'est pas dans un cas de mineur compliqué où il s'est marié, etc. Non, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc le truc est relativement simple. Si là, sur ce cas d'école, on n'arrive pas à expulser, je ne sais pas ce qu'il faut. Ou à tout le moins, en attendant l'expulsion, eh bien, on le met hors d'état de recommencer. Parce que c'est pas possible. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Je suis peut-être abruti, hein. Excusez-moi, mais quand il y a un mec qu'on a identifié qui a une obligation de quitter le territoire français, pour moi, il doit quitter le territoire français. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Et en attendant, l'enfer, en tout cas. Centre de rétention. Non, il n'y a même pas de débat. L'obligation de quitter le territoire français. Quitte le territoire français. Gilles Vernet, si c'est pour me dire que c'est pas possible et que les pays ne vont pas l'accueillir, etc., j'ai pas envie d'entendre ça. D'accord? On en a marre. Là, on a le pays. Parce que si on parle avec vous, il se passe rien. Non, j'allais vous expliquer pourquoi. Non, mais j'ai pas besoin. On sait très bien pourquoi. Vous allez dire quoi? Vous allez dire parce que on peut pas, son pays d'origine. Non, c'est pas ça. Alors, quand vous tapez OQTF, vous avez derrière 40 critères. Donc l'OQTF n'est pas applicable. Voilà. Donc, écoute-moi bien. On enlève les 40 critères. Il faut appeler autrement. On enlève les 40 critères. C'est inapplicable. On n'appelle pas OQTF. Exactement. On ne dit pas obligation. Une obligation, c'est obligation. Obligation de rouler à 50. Obligation de rouler à 50, c'est pas rouler 52. C'est obligation de rouler à 130, c'est obligation de rouler à 130, c'est pas 135. Donc on enlève obligation, on met, tu quitteras le territoire quand on aura marre. On met ça. Voilà. Non, mais exactement, on dira, tu quitteras le territoire quand tu voudras. Voilà, quand on verra. Oui, Jean-Michel Maire. Surtout qu'on dit qu'il faut attendre l'autorisation du pays pour qu'il puisse revenir chez lui. Mais c'est quoi ce truc? Tu mets dans un avion d'Air France, tu arrives à Tunis, il descend de l'avion, il est en Tunisie. C'est question de la foule que les autres ne veulent pas l'accueillir. Il est en Tunisie, point barre. Bah oui, c'est ça, quoi. Rien à foutre.
Après, ils en font ce qu'ils veulent. Bah, pourquoi attendre l'autorisation? Il descend, il en utilise. Bah, comme il a pas tort. Bah, après, on laisse pas revenir. Quand tu connais le pays, quand tu connais le pays comme là on connaît le pays. J'en ai marre. Alors, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez à dire de plus? J'aurais un dernier mot de monsieur le maire. Pas grand-chose, parce qu'en défi... Heureusement, je vous le dis, heureusement que vous avez poussé ce coup de gueule, en tout cas, chez Jean-Marc Morandini, parce que, je vous le dis, ça a fait énormément... On ne se rend pas compte, en fait. Les Français, alors, ils voient des drames tous les jours, ils voient des choses, ils n'en peuvent plus, il y en a plein qui sont au bout du rouleau, mais entendre un maire dire ça, ça a une résonance particulière et très importante. Donc bravo à vous en tout cas. Merci. En tous les cas, moi je porte la voix de toutes les victimes qui n'en peuvent plus. Ah oui, on n'en peut plus. Bah oui, bravo monsieur le maire. Bravo à nous. Bravo Olivier Gonzalez, bravo d'avoir été avec nous. Merci. Et on aimerait que ça bouge. Ce maire qui est quelqu'un, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un. S'il le dit, c'est qu'il y a un énorme problème. Les gens veulent que ça bouge. Les gens en ont marre. Il y a des drames, il va y avoir des drames de plus en plus, je vous le dis. Il faut bouger. Merci, monsieur le maire, encore d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant avec les 5 images du jour. Et merci d'être avec nous. On va enchaîner tout de suite avec les 5 images du jour. Vous avez forcément entendu parler de cette pâte à tartiner algérienne qui fait le buzz cet été. Alors, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé ici. On vient d'apprendre que cette pâte à tartiner allait être interdite en Europe et donc en France. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Regardez, c'est un truc de fou, regardez. Apparemment, maintenant, le transport des pâtes à tartiner, c'est interdit en France. Comment ça? La France et l'Europe ont décidé que la folie c'était terminé. Voilà. La vraie raison officielle, en fait, tous les produits laitiers algériens, apparemment, ils ne peuvent pas être exportés en Europe. Mais vous êtes jaloux de l'Algérie, parce que cette pâte, elle est 100% algérienne. La marque qui la fabrique est 100% algérienne. Et voir l'Algérie réussir, ça vous fout les boules. Je suis abasourdi. Quand c'est l'Algérie, non. Quand ça fait du bruit, non. Alors le succès de cette pâte à tartiner était dingue. Les files d'attente devant les commerces étaient énormes et beaucoup de vendeurs se sont retrouvés en rupture de stock. Regardez. Messieurs, dames, c'est un seul pot par personne. Donc la palette, elle va partir en moins de 2 heures. Une par personne, je suis désolé, il n'y en a plus. D'accord? La vie des gens. Voilà, c'est un truc de fou. Hein, c'est quoi leur vie? Cette pâte à tartiner, elle est connue depuis des années. C'est au moment où il y a une frénésie en France que tombe l'interdiction. Vous n'allez pas me dire, Cyril, qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça. Ce qui se cache derrière ça, c'est qu'en fait, c'est vrai que l'Algérie n'a pas le droit d'exporter des produits laitiers en France. Mais il y a eu un lobbying des concurrents de cette pâte à tartiner, évidemment, qui se sont rendus compte qu'ils allaient totalement bouffer. Vous parlez de qui? Sans citer de marque. Ah, c'est des marques. Jean-Christophe Nutella? Peut-être, voilà. Sans citer de marque. Ferrero. C'est Marc. Frédéric Poulina? Voilà. Ces marques se réveillent alors que cette pâte à tartiner est là depuis des années et leur lobbying a fonctionné. Donc c'est totalement dégueulasse. Non, mais il y a de la place pour ce complot. Il y a de la place pour tout le monde. Crois-moi. Ils n'ont pas besoin de ça. La pâte à tartiner dont tu parles, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Je te dis, c'est le plus riche d'Allemagne, le mec. Parce qu'il y a l'article 20. Vous savez qui est le plus riche d'Allemagne? Hein? Pardon? Vous savez qui est le plus riche? La pâte à tartiner. Exactement, c'est le gars, c'est Patrick Ferrero. Et d'Italie, c'est le deuxième. Et vous savez, Et de l'Italie, c'est le deuxième, Ferrero. Rocher. Voilà. Exactement. Mais je vais vous dire, et vous savez qui est le plus riche d'Espagne? L'Espagne? C'est le monsieur des vêtements, là. Les vêtements, exactement. Les vêtements qui commencent par Z. Oui. J'ai regardé tous les plus riches des pays. J'avais rien à foutre un week-end. Non, je vous jure que c'est vrai. J'ai regardé, je tapais de plus riche de Finlande, plus riche de trucs, et j'ai trouvé à chaque fois. Et celui de France? Bah, les cons, c'est Bernard Arnault. Ah oui. Ah oui. Je croyais que c'était qui, Bernard Montiel? Non, mais... je m'en fous. La 4, en fait, je m'en fous total. Je vais faire l'amour et dans le pré à la place. Donc la destitution. Ouais, on s'en fout. Donc c'est moi qui suis destitué. Ah, vas-y, raconte. Donc le bureau de l'Assemblée nationale, qui penche majoritairement à gauche, a validé la procédure de destitution, qui doit ensuite passer devant le Parlement et qui n'a aucune chance d'être ratifiée. Exactement. Donc ça sert les 2 tiers. Donc ça ne sert à rien. Pourquoi ils font ça? Non mais si, s'il vous plaît, juste. Ça ne sert à rien, ça sert à rien total. C'est la France insoumise qui est derrière. La mauvaise nouvelle du jour, je voudrais qu'on fasse un petit pont là-dessus, c'est que le nouveau Premier ministre envisage d'augmenter les impôts. Ah voilà. Ça, c'est un truc de fou. Alors. Oui les gars, vous allez en prendre plein la gueule pour pas un rond. Chacun pouvait croire que nous avions un Premier ministre de droite qui allait démarrer en annonçant une mesure forte sur l'insécurité, l'immigration illégale ou un autre sujet, par exemple la réduction des dépenses publiques. Eh bien non, Michel Barnier, la première mesure qui fuite, et c'est Gérald Darmanin qui l'a fait fuiter, évidemment à bon escient, montrant qu'il valait mieux le garder à l'intérieur du gouvernement qu'à l'extérieur et qu'il pouvait nuire à Michel Barnier à l'extérieur. Et donc, confirmé par Matignon, Michel Barnier pourrait augmenter les impôts sur les entreprises
qui font du profit. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une entreprise qui fait pas de profit. Et sur les particuliers aisés. Sur les particuliers aisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les particuliers aisés. Les aisés. C'est des particuliers extrêmement aisés. Les plus je vous le dis. Donc, alors, par exemple. Donc, on ne sait pas. Mais alors, ça veut dire, est-ce que c'est les classes moyennes qui vont être touchées? Bernard Montiel, apparemment, vous avez des infos. Non, c'est pas les classes moyennes. C'est les super profits qui vont être taxés. Et les... Non, super profits. Sur les entreprises. Et sur les particuliers? Non, et quant aux autres, sur les personnes et les grosses fortunes, quoi. C'est l'ISF qui va être réinstallé. D'accord. Non, mais en plus de l'ISF, effectivement, il y a des députés dans l'entourage de Barnier qui disent qu'il y aura éventuellement un rétablissement de l'ISF, qui est plutôt une mesure de gauche, et donc on fait un appel du pied à la gauche. Mais par ailleurs, Michel Barnier a dit que faire des économies ne suffirait pas et qu'éventuellement, il faudrait impacter les particuliers aisés. Exactement. Bon, Baxou et surtout, les Républicains, avec le pacte législatif proposé par Laurent Wauquiez, disaient aucune hausse d'impôts. Donc là, est-ce que les Républicains vont soutenir une hausse d'impôts? On verra. Pour l'instant, de toute façon, c'est les plus aisés. Donc, voilà. Si c'est les aisés, et ben voilà. Si c'est les aisés. C'est quoi un zézé? Un zézé, c'est un mec qui est très aisé. Voilà, je vous le dis. C'est les aisés qui vont dévisser. Les aisés. Et t'es aisé à 4 000 ou t'es aisé à 10 000? À mon avis, c'est les très aisés. Non, mais ils vont avoir du mal parce qu'on est déjà les plus imposés. Oui, mais à mon avis, ça va être les aisés. Les très aisés. C'est genre ceux qui gagnent, à mon avis, je vous dis, à mon avis, ça va être les super riches, les ultra riches. Ça va être super riche, ultra riche. Vous verrez. Il y en a pas assez. Si, je vous le dis, de ce que je sais. Ils font des montages, les super riches. Les super riches, ultra riches. Super riches. Vous êtes très aisés. Allez. Super riche, ultra riche. Voilà. Ça vous concerne pas. Non, je pense que c'est. Ça ne vous concerne, mais ça vous concernera. Vous verrez que ça vous concernera pas. C'est bon, merci, occupe-toi du gruyère. Je vous dis que ça vous concernera pas. Non, mais je te le dis, occupe-toi du gruyère, ça vous concernera pas. Ça va concerner les gars. Vraiment, je vous le dis. Voilà, ici, personne n'est concerné. On peut continuer à rire et à s'amuser. Merci. En tout bien, tout honneur. Merci. Les chéris, avant de passer à l'image 3, j'aurais juste qu'on fasse un petit peu sur l'amour et dans le pré. Parce que oui, hier, il y avait Pascal, un agriculteur, qui a fait le choix de recevoir chez lui une seule et unique prétendante, Muriel. Le souci, c'est que Mumu, à peine rentrée dans la maison, elle a fait l'état de lieu. L'état des lieux, en fait, elle aime rien. Heureusement qu'il n'y a pas Stéphane Plaza, là, elle vendait pas l'appart, regardez. Alors moi, je vais te dire, j'ai vu un petit peu ton intérieur, j'ai dit, oh, il y a des choses à changer chez Pascal. Les encadrements de bois, c'est pas... Oui, je viens. Hein? T'aimes pas, toi? Ouais, la granulée, mes parents en ont un. C'est pas... T'as des orchidées, je vois. Oui. Ils sont pas fleuris, personne s'en occupe. Ils sont tristes et malheureuses. Ton canapé, il prend un peu beaucoup de place. Hein. Puis la couleur, elle est pas... c'est du vert, c'est l'ancien temps, ça. Tu as un parasol? Non, j'ai pas de parasol, non. Ça pue, ça. T'aimes pas? Ah non. Bon, c'est bien tout ça. C'est vraiment pour les aisés. Sachez-le, non mais je vous le dis, les aisés, voilà, ici, vous êtes, je pense que vous ne serez pas concernés. Mais Bernard Montiel, il n'est pas aisé. Non, il ne sera pas concerné. C'est vraiment les aisés, Les méga aisés. Mais par exemple, vous êtes zézé ou... Vous vous situez où, vous? Non, mais il y a des chances que ce soit pour ma gueule. Oui. Non, voilà. Non, ils l'ont fait pour toi. Quoi? Ils l'ont fait pour toi. Marre-toi, tu verras. Quand on sera en vacances dans une tente l'année prochaine, connard. Alors, on pensait que Muriel n'était pas... On pouvait penser que Muriel n'est pas facile à vivre. Eh bien non, pour la nourriture, c'est bien pire. Regardez. Que je t'offre? Un café? Qu'est-ce que tu as? Non, pas de café, merci. De l'eau pétillante? Non, pas d'eau pétillante. Du sirop? Du sirop? Oui, t'as quoi comme sirop? J'ai du sirop de pêche. Pas de pêche. Ça me gratte le palais, la pêche. Après, tu me fais quoi à manger? Des haricots verts. Ah non, je peux pas. J'ai une rectocolite hémorragique. Tout ce qui est haricots verts, je n'y ai pas droit. J'ai pas droit aux tomates. Après, tout ce qui est chou, non. Sûrement pas. Si je les mange, ça fait comme une gastroentérite. Comme une gastrose, tu te vides. C'est pas évident. Enfin bon, on va s'y faire. Exceptionnel. J'adore. Alors, il y a aussi Stéphane, l'éleveur de moutons, qui avait la visite de 2 prétendantes qui sont tombées sous le charme des animaux. Regardez. C'est des agneaux du mois de janvier, là. Ça, vous avez vu la taille, là? Oui. Il est gueule que ça, c'est trop mignon, le petit. Oui. Oh, il est trop drôle, là,
celui qui court bizarre. Oui, lui, il est bizarre, lui. Il court parce qu'il est content. Bah ouais, mais il est drôle, celui-là. Il court bizarre. C'est une femelle en plus, celle-ci, là. D'accord, c'est un endroit oui, très sympa. Ouais, les animaux, les petits agneaux. J'aime bien. C'est ça qu'on mange en agneau. On dit on mange l'agneau. Là, c'est ça. C'est la taille là, il va bientôt être bon. Là. Ah, la bonne viande grillée, là. La transition. Les chéris, je voudrais qu'on termine avec Gilou, le lover, le gentleman de la drague, comme tous les Gilles. Hein. C'est tous des lovers, hein, enfin, il y a les jonplards. Gilou, il a 2 prétendantes et il est OK pour choper les 2 sans souci. Franchement, t'es le prince avec 2 jolies femmes en face de toi. Là, je suis un prince. Hein. Alors, laquelle qui va venir me border ce soir? Chacun votre tour. S'il y a le câlin, s'il y a le petit bisou, tout ça, c'est quand même mignon, tout ça. Hein. Je comprends que tu aies des envies comme ça, des pulsions. Ah, des pulsions, oui. Bah oui, parce que t'as des pulsions. Bah oui, quand je vois des belles gazelles, des petits culs, tu sais quoi vous dire. Ah ouais, ça te... C'est vrai. Un petit prince charmant. Je connais. Eh ouais. Tiens, je voudrais vous montrer une des images du jour dans un instant. Ça concerne Stéphane Bern. Mais pour un instant, je voudrais parler de l'abbé Pierre. Ça sera juste après. Mais juste avant, chasseur agressé par 60 migrants. On en a parlé hier. J'ai eu les chasseurs au téléphone. C'était un truc de fou. Hein. Vous le savez, voilà, c'est incroyable ce qui s'est passé. Eh bien, en fait, alors qu'ils étaient positionnés dans leur hutte, ils ont dû faire face à l'assaut extrêmement violent d'une 60aine de migrants. On a la vidéo qui a tourné des dégâts suite à l'altercation. Regardez. Ils ont pillé tout. Ouais, tu dois le trouver. On a eu 3. Incroyable. Hein. C'était une scène de terreur. Hein. Donc les migrants ont estimé que les chasseurs, entre guillemets, les avaient dénoncés. Ils se sont vengés donc avec des haches, des machettes. C'est ce qu'on a dit hier. Voilà, ils ont détruit les voitures, ils se sont précipités vers eux. Et heureusement que 15 gendarmes arrivent pour sauver les chasseurs. Oui, mais là, les dégâts sont incroyables. Ah, mais c'est terrible, c'est les voitures. Ah oui. Ils ont cassé les voitures, dévalisé avant de s'attaquer aux humains. On va revenir sur l'affaire l'abbé Pierre qui secoue les Français depuis maintenant plusieurs semaines. Hier, on a parlé du fait que l'abbé Pierre, que le pape a été questionné sur cette affaire. Il a précisé que le Vatican avait été mis au courant des agissements de l'abbé Pierre. Souvenez-vous. Malgré tout le bien qu'il a fait, on découvre plus tard que cette personne est un pécheur terrible. On ne doit pas dire « couvrons » parce que ça ne se verra pas. Je ne sais pas quand le Vatican l'a appris, je ne sais pas. Mais certainement après sa mort, c'est sûr. Excusez-moi, alors, par contre, les moyens techniques, ils ont un fil... Non, mais c'est incroyable. Mais, le pape, c'est incroyable qu'il dise ça, le pape. Oui, alors après sa mort, c'est sûr, et avant, il y a mais certainement. Donc la grande question maintenant, c'est est-ce qu'avant sa mort, le Vatican savait? C'est fou ce que dit le pape, quand même. Déjà, c'est un premier pas, voilà. C'est un aveu face, c'est vrai, au témoignage, mais je trouve que c'est déjà bien. On a beaucoup dit que l'Église catholique protégeait. C'est déjà bien que le pape fasse cette reconnaissance. Bien sûr, bravo au pape. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Non, moi, je trouve que le pape, il est incroyable. Ouais. Franchement, c'est un truc de fou. Ouais. Franchement, il dit tout. Il n'est pas langue de bois, exactement. J'adore. Il n'est pas du tout langue de bois. Ouais, franchement, c'est vrai. Alors, il y a une vidéo qui ressort aujourd'hui, il y a plusieurs années. La propriétaire d'une maison close avait déclaré avoir vu l'abbé Pierre dans son établissement. En fait, la vidéo retourne actuellement. Regardez. La patronne nous avait dit, venez regarder par le trou de serrure de la salle de bain. Il y a quelqu'un là qui attend son tour. C'était quelqu'un d'extraordinaire qui a fait beaucoup, beaucoup de bien à l'humanité. Jamais j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'était un abbé. C'était l'abbé Pierre. Et je l'ai vu. Alors, c'était chez Christophe de Chavannes. Hein. C'est vrai que la tête de Christophe est folle parce qu'on comprend. On aurait été comme lui, c'était en 1990, ça. C'est incroyable ou pas? Oui, c'est vrai. C'est fou. Il y a une autre archive folle qui est sortie. C'est on y voit l'abbé Pierre lui-même reconnaître qu'il avait été traité pour sa déviance en psychiatrie. Regardez. En juin 1958, alors que le ministre de la fonction publique, Edmond Michelet, a l'intention de décorer l'abbé Pierre, le cardinal Feltin, archevêque de Paris, lui écrit une lettre pour l'en dissuader. À l'heure présente, cette distinction serait fort inopportune, car l'intéressé est un grand malade
traité en Suisse dans une clinique psychiatrique. Vous le savez, j'ai été très malade. Le fardeau d'une aventure comme cette création a été plus lourd à porter qu'on en a conscience et que peut-être je n'en avais conscience moi-même. C'est fou, hein. Alors il y a plein de témoignages qui sortent et beaucoup viennent de Suisse. Il aurait eu une femme, une liaison, une femme qui l'accompagnait lors de voyages. Mais il avait un fils, non? Caché ou pas? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Je n'ai pas les preuves de ça. Donc. Parce que c'est ce qu'on avait dit. Hein, on entend. Géraldine, c'est ce que j'ai entendu. J'ai un peu entendu ça, mais rien. Moi aussi, voilà. On n'a pas prouvé, quoi. C'est une fausse rumeur, c'est quoi? J'ai pas les preuves de ça, Cyril, très honnêtement, donc je préfère garder le conditionnel. Mais il y a la liaison suivie pendant des années avec une femme qui l'emmenait en voyage. Il y a le témoignage, effectivement, de cette prostituée qui avait été traînée dans la boue à l'époque. Et il y a lui-même qui dit à un moment à des gens... Évitez-moi, il dit à des femmes, évitez-moi, je me connais, je suis sujet à des dérapages, évitez-moi. Oui, voilà. Après, effectivement, il y a des dossiers, comme le dit Gilles. On peut effectivement avoir, pourquoi pas consommer, avoir une compagne, aller voir même les prostituées. Ça n'a rien à voir avec, comme disait hier Valérie Benaïm, un agresseur sexuel, quelqu'un de violent, donc ça n'a juste rien à voir. Donc il y a deux dossiers. Exactement. Et il y a quelques jours, 2 filles d'une des victimes de l'abbé Pierre ont témoigné sur France 2 en citant une lettre de leur mère. Regardez, ça c'est très fort. Il est passé rapidement d'une aide charitable à des faits d'abus sexuels. Il m'emmenait dans un appartement parisien dont il avait la clé pour passer des nuits avec lui. Il se masturbait devant moi, me demandait de lui faire des fellations. Il me fouettait avec sa ceinture et m'a proposé d'avoir des relations avec une jeune femme qu'il connaissait, car il était excité par le spectacle des lesbiennes qui avaient des ébats sexuels devant lui. Je garde de ces faits une grande honte et une grande souffrance. Ma confiance dans l'Église a été trahie. Je suis choquée que l'abbé Pierre passe pour un saint, alors que je ne l'ai connu uniquement sous sa nature d'obsédé sexuel et de pervers. C'est incroyable. Moi, je suis désolé, je suis catholique, etc. Mais je dois dire quand même, l'Église le savait bien avant. Le pape, il a été très élégant et obligé de reconnaître. Il a été très élégant. Mais figurez-vous que les évêques de France l'avaient déjà, ils l'ont interné eux-mêmes déjà. Ils ont prévenu tout le monde le savait. Donc l'Église le savait. Alors, il ne faut pas dire que le Vatican ne savait pas. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Non, mais bien Quant sûr à l'enfant caché, effectivement, il y a un truc qui traîne. Oui, Gilles. Les églises de France, c'est 1955. Bien sûr. Ils alertent. Oui. Mais le Vatican, excusez-moi, vous êtes en train de critiquer le pape. Rien ne prouve que le Vatican savait avant. Rien ne prouve. Et que le pape arrive à... Vous vous rendez compte, le pape qui arrive à dire ça pour une des figures les plus connues, l'abbé Pierre, c'est mythique. De l'Église catholique, mais c'est énorme. Vous savez tous les papes avant lui auraient... Non, mais vous cherchez toujours des histoires où il n'y en a pas. Mais c'est vous qui cherchez des histoires. Je n'ai jamais incriminé le pape. J'ai dit au contraire, j'ai trouvé ça formidable qu'ils le disent. Ce que je vous dis, c'est qu'un évêque, il doit en référer au Vatican. Vous venez de critiquer le pape? Non. Ah bon? Tu comprends rien, alors t'es bouché. Si, vous avez critiqué arrête, sors de la LFI, parce que là, t'es bouché. Vous avez critiqué l'Église catholique? J'ai critiqué l'Église catholique. Vous venez de le faire, mon Thiel. Mais enfin, c'est qu'il faut dire les choses. Il faut arrêter l'hypocrisie là-dessus. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie quand même. Tous les évêques de France l'avaient reconnu, ils l'ont eux-mêmes interné, ce monsieur. Je vous parle du pape. C'est le pape que vous critiquez. Et qu'est-ce que j'ai dit sur le pape? Le brave pape. Le brave pape que vous critiquez. Tu exagères. Ah, il fait son cinéma, ça y est, il fait le cinéma. Mais quel cinéma? C'est dingue ça. Critiquer le brave pape. C'est moi qui défends le pape, c'est quand même bravo, Gilles. Moi qui suis une catholique qui vous a donné la parole? Ah, pardon. Qui? C'est le pape? Je peux citer la parole? Non, alors pardon, parce que moi qui suis une catholique, qui en a souvent marre qu'on attaque que les catholiques. Ah oui, bravo. Ce genre de problème existe dans absolument toutes les religions, mais il n'y a que chez nous que calme-toi, mamie, calme-toi, bébé. Pardon. Là, le pape, je ne peux pas vous laisser dire ça quand même, parce que lui, là, effectivement, il s'en est pris à l'abbé Pierre, et je m'en fiche de l'abbé Pierre, mais en revanche, il a couvert les agissements d'un évêque brésilien pédophile, et il l'a toujours protégé contre tout le monde. C'est pour ça qu'Élise Lucet lui avait couru après dans un cache d'investigation. C'est prouvé ça. Oui, bien sûr. C'est prouvé ça, prouvez-le. Bien sûr, c'est comme Benaïm hier, j'ai lu dans le journal. C'est bon, c'est bon. Non, ça c'est public. Si c'est comme Géraldine, si c'était public, écoutez-moi bien. Si ça avait été public, si ça avait été vrai, il faut des preuves, excusez-moi. Des rapports. Ah oui, bien sûr, il faut des rapports. C'est pas, on vient pas comme ça dire n'importe quoi là, dans une antenne. Non. Une antenne. Non, mais je vous le dis. Moi, je suis vraiment la catho. La catho, et de la même façon. Écoutez-moi bien. Non, mais apportez vos preuves. Demain, vous apporterez vos preuves, parce que si c'est pour dire comme ça, je l'ai lu dans le journal, ça sert à rien. J'ai vu Élise Lucet lui courir après. Moi, je vais vous dire, Élise Lucet, comme elle a parlé au pape, pour moi, c'est inadmissible. C'est surtout ça qui est inadmissible. Je suis désolé. Vous interpellez pas le pape comme ça. Moi, je suis désolé. Vous interpellez pas le pape comme ça. Je lui donne pas raison de l'avoir couvert de pape.
dis, non mais c'est c'était pas sur sa cette mère. affaire-là. C'est pas sa mère. Merci. Non mais je vous le dis. Comme elle a interpellé le pape, c'est inadmissible pour moi. Je vous le dis. Donc c'est mais bon. moi, je lui donne Calmez-vous. pas raison, Oui, mais bon bah c'était c'est bon, sur c'est bon. cette Merci, affaire-là. c'est bon. Gilles, calme-la, s'il te plaît. Calme ta femme. Merci. Mais c'est bon, calme ta femme. Là, elle devient folle. Non mais calme. Non, mais- Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu nous saoules. C'est bon. Jamais des Ça chrétiens fait 3 d'Orient. jours que t'es là, tu saoules tout le C'est monde. vrai. Oh là là. Redonnez-nous Daniel Moreau. Oh merci. Non, mais Oh, le malaise. Non, mais en revanche, c'est oui. facile d'attaquer l'Église Oh là là catholique là tout le temps. Ah oui, bah ouais, bah dites-lui à lui. Ben oui, Ah, dis-lui à lui. Il a pas attaqué le Ah, c'est pas parce que tu voulais le pécho que tu peux rien lui dire. Vous écoutez bien là Ils ce que j'ai écoutent dit ou pas, pas? ils Oui, écoutent pas. Non, j'ai ils dit que j'ai le écoutent plus pas. grand respect pour le pape qui a Ah reconnu. oui, vous venez de le critiquer. Quand vous voyez que vous avez fait une erreur. Arrête de dire ça, tu mets encore une cible sur des gens, c'est ta spécialité, critiqué. t'es vraiment chiant avec ça. Essaie de parler et essaie d'écouter ce que cible disent les gens. Quelle cible Tu mets des cibles, tu vas me faire passer pour un mec qui n'aime pas les cathos, je suis Oui, catho, bah, ça risque rien, je t'emmerde. Ah. Alors, Il est colère. Mais non, mais c'est incroyable, j'ai absolument pas critiqué le pape. Il dit Et n'importe est en quoi, train après de il dire- fouette. Après il fouette. Ne Ça, c'est fouette pas du mondial. tout. Ah, si. Alors Ça quel m'énerve. mot ai-je dit Ça contre m'énerve. sa sainteté? il a dit. Allez, on passe au parlait du fromage. Vatican. allez. On passe au fromage, merci. C'est des Parler du couilles. Vatican. C'est bon, c'est bon. Allez, tout est clair au Vatican aussi hein? Bah, tout est clair chez Gilles Verdez, donc bravo Gilles. Moi, je suis fier de toi, Gilles. Merci Cyril. Avec la garde suisse. Ah, j'adore, bravo Gilles. Vous voyez comme mais un zombie. regardez-le avec ces sous-entendus là. Ah ouais, c'est un- Aucun sous-entendu. C'est toi qui es La garde suisse, tout est clair. Non mais sortez vos dossiers, vous en avez Calmez-vous un Ouais, peu. sortez vos Parce que, dossiers. les mecs, on n'est pas chez ta mère ici. T'inquiète pas, Non, mais Division sérieux. va venir. Non mais Montiel, calme-toi, je te le dis, calme-toi, parce que ne dis pas plus n'importe quoi, voilà. Et Gilles Verdez, bravo, heureusement que vous êtes là. Oh, bah, d'ailleurs, c'est bien la première fois. Bah oui, bah c'est bien la première fois. Bah oui, bah si je dois choisir quelqu'un ici, ce sera Gilles Verdez. Ce sera certainement. Non, ça, heureusement, Lors oui. d'une interview, Stéphane Ça me Bern dérange pas. a été interrogé. Tu te calmes, on va t'envoyer en Suisse. Ça va te calmer. Stéphane Bern a été interrogé sur la décision de l'Arcom vis-à-vis de C8. Et regardez ce que dit Stéphane Bern. Voilà. Et bah franchement, bravo, il s'est mouillé, hein, Stéphane. Regardez. Il y a eu des amendes qui étaient importantes. En revanche, j'ai trouvé que ça sonnait comme un règlement de compte politique. À la fin, on finit par se poser des questions. Moi, j'ai travaillé pendant 32 ans ici au Figaro. On ne va pas se mentir, c'est un journal plutôt conservateur. Pourquoi il n'y aurait pas des chaînes d'information aussi avec un parti pris? Après, le C'est au téléspectateur de zapper ou pas. Exactement. Moi, franchement, je trouve que ça va trop loin dans un sens, je zappe, je me dis, bon, on rééquilibre. Il y a, en chaîne info, vous avez LCI, vous avez BFM, vous avez CNews, vous avez le choix. Je crois à la diversité et au choix. Bravo. Merci Stéphane Bern, en tout cas. Et franchement, Stéphane Bern, qui est un garçon exceptionnel. Vraiment, non mais c'est vrai, franchement, bah, il a dit les choses. Je suis assez d'accord avec lui sur ce qu'il dit. Hein. Franchement, oui, Gauthier Lebret. 100%, le pluralisme existe, la télécommande existe et les spectateurs sont les maîtres. C'est-à-dire que s'ils plébiscitent C8 et CNews, leur enlever comme ça du jour au lendemain une chaîne qui est plébiscitée par 2 millions de téléspectateurs pour C8 avec vous ou qui est première chaîne info tous les jours avec CNews, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. C'est le spectateur et le téléspectateur qui choisit. Ça devrait être personne d'autre. Exactement. On va parler. Il y a une bactérie. Gilles, est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire qui nous fait extrêmement peur? Apparemment, il y aurait 39 millions de morts suite à une bactérie. Non, c'est la résistance aux antibiotiques. Non. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que Vous les m'avez fait flipper, antibiotiques ne vont plus nous soigner. Non. Et si ça continue comme ça, il y aura effectivement 40 millions de décès d'ici à 25 ans directs et 169 millions si on prend les décès indirects. Les antibiotiques ne nous soignent plus. Je prends par exemple le staphylocoque doré. Ça pourrait causer des millions de morts. Je sais. Parce que si on continue de prendre tant de médicaments, eh bien notre corps va faire que les antibiotiques ne vont plus nous soigner. Donc il faut absolument lutter, d'autant qu'on surconsomme ici et il y a des continents entiers, Asie et Afrique, notamment Afrique, qui n'ont plus assez d'antibiotiques. Donc il faut faire très attention. Et ce qui est très impressionnant, c'est que l'étude, elle porte sur 200 pays, sur une dizaine d'années et je crois sur 500 millions de personnes. C'est-à-dire que c'est dans The Lancet, qui est un journal médical hyper sérieux. Plein de chercheurs ont étudié ça et ça fait très peur. Parce que si on ne réagit pas maintenant, 39 millions de morts d'ici 2050, notamment les personnes âgées. Il y en a beaucoup qui ne seront pas concernés. Non, mais d'où le slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ouais. Parce que souvent, quand on a des angines, on va s'automédiquer, on va prendre des antibiotiques, il ne faut surtout pas le faire. Parce que Bien sûr. après, on résiste pas. Bravo Géraldine. C'est la spécialiste médicale, on a la chance de oui. l'avoir. Merci Géraldine. Non, mais c'est vrai, c'est important. On est une spécialiste médicale, on a la chance de l'avoir. Merci Gégé. Merci Gégé. Heureusement que vous êtes là. Merci Gégé. Les chéris, allez, on va passer au débat du jour.
le débat du jour. L'Allemagne rétablit les contrôles à ses frontières. La France doit-elle faire pareil, contrôle à toutes les frontières? Fabrice Divisio nous rejoint bien entendu pour le débat du jour. Bah oui, oh là. Changer le but, changer de. Ah ouais, pas mal. Là, c'est la paix. You are in the sky. Vas-y. C'est la paix. Fabrice, il n'a pas été en Turquie, c'était celui-ci. Pas pour les cheveux. Fabrice, on attend vos blousons tous les soirs. Il est magnifique celui-là. Bravo Fabrice. Merci Fabrice d'être là. Alors, l'Allemagne donc rétablit les contrôles à ses frontières. La France doit-elle faire pareil, Fabrice? Vous avez ramené un dossier. Vous avez regardé hier, vous faites le rapport sur la BPR du 24 septembre? Je t'ai envoyé un SMS. Oui, bon. Du 24 septembre. On va dire que c'est de la merde. Ah oui. Donc le rapport du 4 juillet et le rapport du 4 septembre, c'est quoi? C'est de la merde. Donc le rapport du 4 septembre est juste plus complètement de la merde que celui du 4 juillet. D'accord. Parce que c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est Benaïm. Donc vous êtes venu avec un rapport de merde. Non, c'est Benaïm qui l'a sorti. Elle avait lu dans Blibé. C'est ça, voilà, exactement. C'est un sujet. Alors, Fabrice, donc, est-ce que vous êtes comme l'Allemagne, vous pensez que la France doit rétablir la France, depuis 1995, n'a jamais retiré son contrôle aux frontières. Elle l'a rétabli en 1995 au moment des attentats du Bataclan. Et depuis, elle fait partie des pays qui ont instauré un contrôle aux frontières. L'Autriche a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne en mai 2022 à cet effet. Il y a plein de pays dont on sait qu'ils ont rétabli le contrôle aux frontières, mais le fait est que normalement c'était juste pour 6 mois. Point. Ça a changé récemment, en juin 2024, il y a le nouveau code Schengen qui est sorti et qui maintenant vous dit que c'est pour 2 ans, 3 en cas de circonstances exceptionnelles. Mais la vérité, c'est que tout le monde s'en fout. Ah oui. C'est-à-dire que, en fait, il s'est passé un truc. Non, mais c'est vrai, tout le monde s'en fout parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? La Commission européenne aurait pu déclencher une procédure de sanctions. Elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait à la place? Elle a décidé de réformer le code Schengen. Donc ça veut dire quoi, en fait, ce qui se passe actuellement? Ça veut juste dire qu'en fait, en Europe, il y a 2 catégories de gens. Il y a les gens qui pensent bien, et eux qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec le droit communautaire. Et puis il y a la Hongrie et la Pologne, qui eux sont pas des copains. Et quand on n'est pas des copains, dans ces cas-là, effectivement, les mêmes règles n'entraînent pas les mêmes effets. C'est ça la vérité. C'est qu'au fond, je rappelle quand même que pendant qu'on débat du contrôle aux frontières de l'Allemagne, donc l'Allemagne restaure le contrôle aux frontières, l'Allemagne, elle l'avait déjà fait au moment du Covid quand même. Il faut savoir que c'est la première à l'avoir fait au moment du Covid. Bon, Salvini, lui, risque 6 ans d'emprisonnement. Salvini, c'est pas une eau minérale. C'est ça, non l'autre. Salvini risque 6 ans d'emprisonnement pour avoir refusé de faire accoster un navire d'ONG. Il y a un vrai problème en Europe avec ça. Alors, on va en parler dans un instant. Qui est pour, qui est contre? Gilles Verdez. Vous êtes pour Gilles Verdez? Gilles Verdez est pour. C'est fou. Changer d'avis, moi. Alors moi, je suis contre. Ah oui. Ah oui. Pourquoi? Vous allez nous dire dans un instant. Vous allez nous dire dans un instant. Et regardez pas son blouson comme ça, il vous le donnera pas. On va se retrouver dans un instant, les chéris. On aura une grosse révélation. Pour le coup, aujourd'hui, une grosse révélation. Il y aura Fabien Lecoeuvre qui arrive aussi, mais il y a une révélation qui nous sera amenée par quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas. Fabien Lecoeuvre arrive, bien entendu, Big Laoui. Il y a Michel Marie également. À tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, il est 20h21, on est en direct. Et c'est touche pas, bam. Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste parfaitement. Merci. Merci d'être avec nous. Merci. L'Allemagne rétablit les contrôles à ses frontières. La France doit-elle faire de même? C'est la question qu'on vous pose. On est bien sûr en direct. Gilles Verdez, vous pensez que oui? Mais bien sûr, les contrôles... Vous pensez que oui? Bien sûr que je pense que oui. C'est pas un problème. Mais je pense que oui, bien sûr. Être contrôlé quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas un problème. Donc moi, je suis pour. Ce sont des passoires. Il y a du trafic de drogue notamment. Il y a de l'immigration clandestine qui faut arriver à juguler. Je suis pour un contrôle strict aux frontières. On monte ses papiers et si on n'en a pas, on n'entre pas en France. Voilà. Fabrice. C'est simple en fait. C'est simple. C'est beaucoup plus simple que ça. Je croyais que le fondement de l'Union européenne, l'article 3 du traité, c'est la liberté de circulation. Moi, vous parlez à quelqu'un qui bosse à Paris, qui vit à Rome à temps partiel. Donc la liberté de circulation, je vis 10 jours par mois à Rome, je l'ai. Vous montrerez votre passeport. Pas de problème. Voilà. Mais en soi, je suis d'accord avec vous, Gilles, sur ce point. C'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est qu'on a fait de l'Europe une idée de liberté de circulation. On a dit, ce qui constitue l'Europe, c'est la liberté de circulation. Bon, si on a changé d'avis,
alors il faut le dire. Eh ben mais oui, on on ne peut le pas dit. décider. La liberté de circulation en Europe, à Paris, Anne Hidalgo, je suis pas d'accord. Oui, ça, mais... Ceci dit, on circule plus facilement entre Paris et Rome que Paris intramuros. C'est vrai. Le truc, c'est que... Non, mais il faut bien comprendre ça. Maintenant, quel est le but de rétablir les C'est vraiment le vieux technocrate. D'insulter tout le monde. Quel est le but? Un insulteur. Moi, je suis d'accord. S'il faut revoir le projet de l'Union européenne, alors revoyons-le. Mais regarde ce qui s'est passé quand même. L'Autriche viole. Il y a un arrêt de la Cour de justice qui condamne l'Autriche. Et qu'est-ce que fait la Commission européenne? Elle dit, écoutez, il faut discuter, on va voir comment on peut faire. Et pendant ce temps-là, la Hongrie, elle a le droit à rien et s'en prend plein la gueule toutes les 2 minutes. Donc il y a l'Europe des copains et l'autre. Donc, à un moment donné, il faut juste choisir, c'est tout. Et que là, je croyais que le choix avait été... En Hongrie, c'est Viktor Orban Soccer, non? Ouais. Si on a changé d'avis, il faut le dire. C'est tout, fin de l'histoire. Et enfin, dernier point quand même, c'est que croire que le contrôle aux frontières va régler le problème de l'immigration clandestine, c'est vraiment ne rien y connaître. Alors, l'immigration clandestine, ça va pas aggraver. Jean-Michel Mur. Le problème de Fabrice, c'est qu'en tant qu'avocat, il est arc-bouté sur des textes de loi et il n'en bouge pas. Il a ses dossiers là, comme ça, et c'est la loi numéro tant, etc. Bah, c'est un état de droit. Malheureusement, avec cette mentalité, vous enfoncez et vous laissez la place au camp du mal. Moi, je suis dans le camp du bien. Bravo. À partir du moment où les pays qui sont limitrophes à l'espace Schengen ne parviennent pas, même si vous avez volonté, ils ne parviennent pas à endiguer le flux d'immigration illégale, c'est au pays, à ce moment-là, de reprendre la main. Voilà. Vous arrêtez la frontière, vous baissez votre froid, vous êtes plus propre, vous passez. Et voilà. Il a raison, bravo Jean. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison du tout. Aussi. Parce que, je rappelle 2 choses. C'est que donc, vous êtes effectivement favorable à l'abrogation de l'Union européenne. Voilà, vous êtes arc-bouté sur vos textes. Non, mais c'est quand même dingue de venir dire je suis arc-bouté sur des textes. Le principe de l'état de droit, c'est qu'il se fonde sur le droit. Votre problème dans cette émission, il faut être honnête, c'est qu'effectivement... critiquez pas l'émission. Votre problème... Qui a critiqué C'est vous. Votre problème, c'est qu'en fait... Alors, Fabrice, est-ce que tu me mets dedans? Peut-être. Alors, je t'explique, quand tu prends tes dossiers, tu te barres. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Je sais, mon Patrick. Fabrice, je t'appelais Patoche. Le truc, c'est que vous devez comprendre une chose. C'est qu'en fait, on a aussi la responsabilité, quand on parle aux téléspectateurs, de ne pas leur donner notre avis. On s'en fout de notre avis. Je l'ai dit pendant le Covid et je continue de dire ici. Si vous voulez un débat construit, il faut qu'il y ait une source, votre débat. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle souffre d'un problème. C'est incontestable qu'elle souffre d'un problème. Et il faut le régler, ce problème. Mais certainement pas en violant les traités. Parce qu'imagine, là, c'est la liberté de circulation. Mais demain, on pourrait aussi décider, chacun, de faire un peu ce qu'on veut dans n'importe quel domaine. Au contraire, pas du tout. Je suis pour un renforcement de la sécurité. Tout le monde fait n'importe quoi. Je suis pas pour ça. Au contraire, je suis pour un renforcement de la sécurité. Dans ce cas-là, tout le monde fait n'importe quoi. J'ai pas entendu. Dans ce cas-là, on lit à haute voix dans une bibliothèque. Maître, les traités, ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas être amendés, ils ne peuvent pas avoir des rectifications. C'est leur principe de réalité. Et ça, c'est aux nations qu'il appartient de le faire. La réalité a changé autour. C'est au peuple qu'il appartient de le faire, ou aux représentations nationales. Là, ce qui s'est passé avec le traité Schengen, on était passé de 6 mois, on passe de 6 mois à 3 ans. Mais pourquoi? Comment? Qui a été consulté? Personne. Merci. On va voir le sondage que vous m'avez tous saoulé. Voilà, 96, bravo, oui, c'est oui. Gilles Verdez, vous êtes dans le vrai. Merci, Gilles Verdez. Son meilleur sondage. Il est de droite. Eh ouais, Fabrice. Non mais, c'est là où il y a un biais. Vos téléspectateurs ne savent pas. Mais 3% dans un sondage. Les téléspectateurs ne savent pas que la France a déjà rétabli ses contrôles. Non. Bah si. À Menton, on n'arrive même pas à s'occuper des OQTF qui sont là. T'arrives même pas à t'occuper des OQTF. Je crois que c'est 3 gendarmes à une barrière qui vont t'empêcher. Qu'est-ce que t'as? On n'arrive déjà pas à régler le problème des OQTF qu'on a, et vous croyez qu'en mettant 3 gendarmes à une frontière, vous allez plus avoir de délinquance, plus de drogue, plus de... Mais non, déjà occupe-toi de ceux qui sont là, empêche-les de venir s'ils viennent là pour foutre le bordel. Garde ceux qui veulent travailler, ceux qui foutent le bordel dehors. Mais là, vous allez mettre 3 keufs à une barrière de péage, c'est bon, le pays est sûr. Réveillez-vous, arrêtez de dire des conneries. On n'a pas dit que le pays allait être sûr. Il passe pas par là en plus. Il passe pas par les frontières. Alors pourquoi vous mettez le rétablissement frontière? Parce que les clandestins ne passent pas par la frontière. Ah mais bon, c'est parce qu'il y a le trafic de drogue, il passe pas par la frontière. Je suis désolée. Alors il y aura plus de trafic de drogue. À Menton, ils arrêtent parfois, même si c'est 5, 10, 15, et ben ça compte. Oui, mais la plupart du temps, ils arrêtent pas justement au poste frontalier. Mais non, les douanes, ils font des contrôles sauvages et c'est très bien comme ça. Les terroristes du Bataclan, ils sont passés par la frontière belge, ils sont pas passés par la mer. C'est bon, c'est bon, passé par la barrière de péage. Tous en même temps, il a fait du sport, il est pas bien, il a levé sa jambe quand même. Forcément, ça va secouer dans le Bermuda. Mais par contre, il y a un ras-le-bol. C'est vrai, il y a 2 fondements à l'Union européenne, c'est la libre circulation
et la monnaie unique. À partir du moment où vous enlevez l'un des deux, bon bah voilà, c'est le début de la fin. Mais il y a un ras-le-bol. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'on l'a toujours pas dit, le chancelier allemand. Parce qu'il y a eu une série d'attentats, d'attaques au couteau, d'islamistes étrangers, dont la poussée de l'extrême droite. C'est pour ça qu'Olaf Scholz a fait ça. Alors qu'il est à gauche, Olaf Scholz. Il est socialiste, mais il y a la poussée de l'AfD. Parti d'extrême droite allemand, le RN a même rompu avec l'AfD, mais il y a quand même un ras-le-bol des peuples européens. Et l'exemple hongrois, il faut quand même dire que la Hongrie vient de prendre une amende de 200 millions d'euros parce que Viktor Orban n'accepte pas les migrants. Il a dit on va les mettre dans des cars et on va les envoyer à Bruxelles. Moi, je pose juste une question. On peut juger excessif Viktor Orban, mais je pose toujours la même question. Pourquoi est-ce que le match Belgique-Israël peut avoir lieu en Hongrie, où il a eu lieu, mais ne peut pas avoir lieu en Belgique? Pourquoi est-ce que le Royaume-Uni a été obligé d'affréter des cars réservé aux Juifs pour relier deux quartiers et que ça n'existe pas en Hongrie? Il est critiquable, Viktor Orban. Il y a plein de choses à dire, le respect des minorités, des LGBT. Mais il réduit l'immigration de manière totalement drastique. Et au bout d'un moment, le sujet, c'est toujours le même, c'est l'islamisme. Et l'islamisme, on l'a importé. Il n'y aura plus d'attaque au couteau. C'est ça que t'en Eh non, c'est pas ce qu'il est en train de dire, bordel. Si t'en arrêtes une, c'est pas mal. C'est marrant comme vous arrivez quand même à dériver d'un sujet qui est le contrôle aux frontières à l'islam et l'islamisme. On fait ce qu'on veut ici. Attends, Cyril le chef, c'est pas vous. C'est le chef. Alors si on fait ce qu'on veut, je dis ce que je veux. Non mais c'est le sujet, c'est la raison de la chose. Si le chef le veut. Parle, Fabrice. D'accord. Mais il y a un élément qui est clair et je suis d'accord avec vous sur un point. C'est qu'en fait, on est maintenant, on est à la croisée des chemins. Il faut décider, on est à la croisée des chemins. Mais arrêtez vos C'est important ce que vous disiez. On est à la croisée des chemins, finalement. Et il faut se décider sur quel modèle européen on veut. C'est tout, en fait, c'est ça. Mais c'est certainement pas en prenant des mesures ils ont parlé, les Français. Ici, je dis pas qu'ils les violent, en l'occurrence, pas encore. Mais on n'a pas le droit de rétablir des frontières unilatéralement au-delà. C'est pas la panacée, c'est pas la solution magique, mais je suis d'accord avec vous. C'est ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est le moment de réfléchir à quel type de traité on veut, c'est tout. Mais arrête, Fabricio, tu vois bien que les Français... c'est bon, là, les mecs, là, on n'en peut plus, là. Non, mais sans rigoler, on n'est pas sur France Info, ici. C'est bon, là. C'est bon, là, ça y est, c'est bon, ça va. Ça y est, vous m'avez gonflé. Merci, Fabrice. Heureusement que t'es là. On va revoir le sondage. Non, mais c'est vrai, là. C'est bon. Alors, oui, c'est moi. 96%. C'est pas impossible. Bravo. On peut regarder, 96%. Boum, boum, là, t'as pris cher, hein, Division. Rien à voir. Rien à voir. Mais juste une petite question subsidiaire, parce que vous y connaissez très bien. On voudrait reparler. Vous parliez, Bernard Montiel, vous parliez à la pub et vous disiez. Redemandez-lui ce que vous avez demandé. Non, je lui ai demandé si effectivement c'était bien le cas que les évêques sont obligés de référer de ce qui arrive au Vatican. Il a dit pas tout le temps. Non, il n'a pas dit ça. J'étais là, mais c'est un fou ce mec. C'est un fou ce mec. J'étais là. Bah, il n'a pas dit ça quand même. Non, mais t'as une mémoire de poisson rouge. Il a dit juridiquement, ils n'y sont pas obligés, mais dans les faits, c'est comme ça que ça se passe, ne serait-ce que pour pas rompre la chaîne apostolique. Voilà. Qui ça? La chaîne apostolique. Apostrophique. Apostolique. Non, apostolique. Apostolique. C'est quel canal? Occupe-toi du gruyère à 8,90, toi. donc Fabrice, voilà. Donc quoi? Donc ils étaient au courant. Donc ce que tu veux. Merci Fabrice. Merci d'avoir été avec nous, Fabrice. Pose une question, j'y réponds, moi, après. Non, mais excusez-moi de vous avoir fait chier, merci. Je suis désolé. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau Premier ministre qui envisage d'augmenter les impôts, juste parce que j'en ai parlé tout à l'heure? Est-ce qu'il faut en penser quelque chose? Merci, salut Fabrice. Merci Fabrice. Toujours un bonheur. Merci Fabrice. Merci Fabrice d'avoir été là, ça fait toujours du bien. Est-ce que je vous montre un nouveau métier, tiens Fabrice, restez avec nous. Ça se passe en Chine. Vous avez déjà été en Chine? Non. Eh bien, il y a un métier révolutionnaire en Chine. C'est en plein essor. Ça s'appelle patienteur professionnel. Il existe en fait une solution pour éviter la queue. On peut payer quelqu'un pour attendre à sa place. Ça existe déjà ailleurs, ça. C'est ce qu'a fait Daniel Moreau depuis des années. Regarde. Ça se développe dans les restaurants, dans les hôpitaux, dans les services administratifs. Il y a des gens qui sont payés 8 € de l'heure pour faire la queue à votre place. Il y en a aussi qui vous ramènent chez vous en voiture. Voilà. Et alors, le problème, c'est que... Peut-être en prendre ici pour vous. Ils n'ont pas de couverture sociale, donc ils bossent 14 heures par jour. Alors, ça existe déjà. C'est le problème. Hein? Ça existe déjà, ce truc. Ah ouais, où ça? En Italie. Ah ouais? En Italie, vous payez des gens pour faire la queue à l'administration. Et ça, moi aussi, j'étais en Italie. Vous payez des gens pour faire la queue à l'administration, parce que l'administration italienne, voilà. Ouais. Et ça existe en France, à la préfecture, pour les étrangers.
Vous pouvez payer des gens pour faire la queue à votre place, que vous savez que vous arrivez très tôt pour faire les documents, les papiers. Pour faire simple, les cartes de résident, cartes de séjour. Et vous pouvez payer des gens. Il y a des services en fait qui sont offerts pour ça. Voilà, bien dans votre gueule. Dans les clubs libertins, personne ne fait la queue à votre place. Hein. Je vais montrer ces images de l'université de Lille, tiens, Fabrice. Vous avez fait quelle université, vous? Paris 2. Waouh, la classe. Vous avez fait combien d'études? Tu comptes un redoublement ou pas? Oh, t'as redoublé, Fabrice? Non, bah, j'ai fait 7 ans, quoi. Pas toi, Fabrice. Non, j'ai pas redoublé. En plus, pas toi. T'as jamais redoublé, Fabrice, pas toi. Non. Je t'en supplie, pas toi. Non, pas moi. Pas avec un blouson comme ça, pas toi. Pas toi, Fabrice, pas toi. T'as fait quoi? Du droit. Du droit? Ah ouais, oui. Ouais. Droit et philo. Droit et philo? Ah ouais, fort. C'est pas mal. T'as fait 7 ans d'études? C'est ouf. C'est ouf, hein? C'est ouf, hein? On dirait pas comme ça. Bah lourd, Fabrice. Bravo, mon Fabrice. Bravo, mon Fabricio. Parce qu'il est italien, on peut l'appeler Fabrizio. Eh ouais. Et de toute façon, t'es italien, toi? Oui. Divisio, ça veut dire la vue en italien. Alors, c'est très approximatif quand même comme traduction. Ils ont installé des capsules de sieste. Regardez. On croirait monter dans un engin spatial, mais les 2 capsules de sieste installées à l'université de Lille sont là pour offrir aux étudiants un moment hors du temps. Je pense que faire une sieste dans la journée, surtout après manger, parce que c'est là où on a un coup de barre en général, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Dedans, le bruit extérieur est atténué, et parmi les étudiants les plus attendus, ceux qui subissent la plus grande précarité. En phase d'expérimentation, les capsules sont pour le moment en accès libre, et aucune durée maximale pour dormir n'a été fixée. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Très bien. En moyenne, c'est 10 à 20 minutes. Et c'est un programme qui va se développer dans d'autres facs parce que les étudiants sont stressés, fatigués. Et précaires aussi. Et précaires aussi. Oui. C'est aussi beaucoup pour les étudiants en précarité, et notamment ceux qui font des jobs étudiants. Et qui oui, c'est dans les facs de gauche, quoi. Oui, mais c'est bien. Dans les facs de gauche. Non. Ah, c'est vrai. Mais non, Fabrice, arrête il faut arrêter les conneries, les mecs, là-haut. Attendez, les gars, les études, c'est quand même le moment où si l'étudiant commence à être fatigué à peine, ça va être beau, ça, hein. La génération de travailleurs, elle va être belle. Non, mais les gars, le mec, effectivement, il est en première année, il se dit, je vais me taper une petite sieste, là, je suis fatigué. Entre 2 cours, là, je suis fatigué. Il y a des jobs étudiants à côté. Vous savez ce qu'on faisait normalement, les 20 minutes? On bossait avant. Mais bon, arrête, Fabrizio. Fabrizio, arrête. Même loyer qu'avant. Le mec, il a peut-être bossé le soir. Non, mais arrêtez, les gars. Fabrizio. Vous voyez bien qu'on a un problème. Non, mais il y a aussi les étudiants. Arrêtez. Il y a aussi des étudiants qui ont l'école super loin de chez eux. J'ai parlé avec une fille la dernière fois. Son école était à 2 heures. Donc elle n'a pas le temps de rentrer manger, mais elle n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. Elle n'a pas le temps de rentrer faire la sieste. Elle a le temps de rien faire. Donc c'est vrai qu'un truc comme ça. Rentrer faire la sieste. Ah non, si, fait la plizio. Elle a le temps de rien faire. Excusez-moi. C'est un vrai argument? Parce que les étudiants, ils travaillent toute la journée. Et après, ils travaillent le soir pour payer leurs études. Oui, bienvenue au club. Donc en fait, ils dorment quand? Vous croyez que j'ai fait quoi, moi? Mais vous êtes un super-héros, vous? Non. Je suis un étudiant normal d'une génération qui se posait pas ce genre de questions. Moi, j'ai des parents ouvriers, je ne pouvais pas payer les études. J'ai fait un double cycle. Pour le coup, j'ai fait 2 cycles en même temps. Donc la question ne se posait pas. Simplement, si vous voulez... Alors, quand même un truc. Avec les masters aujourd'hui, donc on se pose comme question, c'est pas de savoir quels vont être mes résultats en licence, c'est de combien de temps je vais roupiller. Ah ouais. Ok. Non, mais arrête, Fabrizio. C'est vrai. Caricatural. Non, mais pardon, c'est bon, les mecs, c'est bon. Les mecs, je suis pas faut faire pas être 2 heures. claustro, hein. Un bête dortoir avec des lits, pardon, mais parce que ce machin, c'est pire. Je vous avais oublié. Merci. Non, mais sérieux, je vous avais oublié. Allez, on va passer aux infos people. Vous pouvez rester, Fabrice. Il y a Big Laoui qui va venir à côté de nous. C'est un ami. Vous allez voir, Big Laoui pourrait faire un blouson avec ses glaouis. On peut faire un manteau. On peut faire une toge entière. Merci. Merci d'être avec nous. Fabien Lecoeuvre et dans un instant, bien sûr, les gros dossiers du jour. Pour le moment, on va passer aux infos people. Je sais que vous adorez ça à 20h37. Merci Fabien, merci Big Laoui d'être avec nous. Merci beaucoup. Vianney a adressé un message très touchant à Kenji, Big Laoui. Eh ben oui, parce que prochainement sort l'album. Prochainement, le 4 octobre, sort le nouvel album très attendu de Kenji Girac. Oui. Et Vianney a écrit le premier titre, Si seulement. Ah ouais.
Et alors, pas tout l'album, hein, bien sûr. Il y a 11 si titres. seulement ça pouvait dégonfler. Il y a 11 titres. L'album s'appelle Vivre. Il y a 11 titres. Et alors, évidemment, ils ont travaillé depuis de longs mois ensemble. Et surtout, toutes les chansons du répertoire aujourd'hui de Kenji Girac sont très influencées par le fait divers qu'il a vécu tristement, évidemment, au mois d'avril. Donc, il y a des chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Papa sur l'album, par exemple. Il y a une chanson qui s'appelle Je te salue. Il y a une chanson Comme avant, Chiribi, Pourquoi, J'ai changé. Il y a des titres incroyablement qui illustrent bien finalement le fait divers de cette année dont il a été. Changé, etc. Bah oui, c'est ça. Bah, en tout cas, il y a des messages qui s'adressent à. Vous avez écouté l'album? Son épouse. Non, j'ai écouté un titre. Et d'ailleurs, demain. Les titres et vous... D'ailleurs, un événement. Non, mais un événement important. Demain, c'est à midi que le clip de Si seulement sera en ligne. D'accord, très bien. Demain à midi, ne pas manquer. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Bon, on va arrêter. Donc, il a fait un message. On va éviter de bouffer, t'inquiète pas. Ouais. Donc, Vianney. J'adore Kenji, moi. Donc. Et Vianney a fait un message magnifique de tendresse, d'admiration. Il salue le courage de ce garçon. Tiens, toi aussi, je choisis ton courage. Porter ça toute la journée, c'est pas évident. Jane Birkin, ça y est, elle a vendu sa maison. Oui, alors ça y est, la maison est vendue à 1 million d'euros. Et c'est une autrice merveilleuse qui avait vendu plus d'1 million de son livre. Ouais, Mémé dans les orties. Mémé dans les orties? Ouais, Mémé dans les orties. C'est un livre sur Isa? C'est un livre. Aurélie Vologne, elle s'appelle. Valogne. Ah oui, Valogne, pardon. Valogne. Et alors, 1 million de livres traduits en 15 langues. Et c'est elle qui a acheté la maison. La fameuse maison. Elle a l'air cool. Cachalou, elle s'appelle la maison. Cachalou. Pour Kate, pour Charlotte et Lou, les 3 filles de Jane Birkin. Ah ouais, d'accord. Et c'est en Bretagne. Et elle a l'intention d'en faire à la fois un gîte pour personnalités qui ont envie d'écrire. Je pense à Géraldine Maillet, par exemple, qui a fait son premier roman. Ouais, mais pensez pas à moi. Hein. Bon, d'accord, mais vous pouvez un jour vous rendre, parce que comme vous êtes aussi auteur... C'est agréable. Non, mais la violence. Non, mais c'est quoi ça agréable? Je sais qu'elle sort son premier livre. Géraldine, qu'est-ce qu'on prend? Pour écrire le deuxième, vous allez pouvoir aller en Bretagne. Non, mais c'est pas le premier, c'est le 19e, donc je suis un peu vexée, mais ça va. Ouais. C'est le 19e moment. Toujours les bonnes infos. Elle a dit 2 livres. On va se retrouver dans un instant. On a des infos. Les chéris, on aura une exclusivité vraiment dans un instant. Et puis on va revenir sur les terribles images de l'accident de Camilla. Incroyable, vraiment fou. Et on va parler de Vincent Cassel aussi dans un instant, qui attend un enfant. Vous allez nous raconter ça? Oui, le 4e. Ouais, mais calme-toi quand même. À tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h47, on est en direct et c'est Touche pas à mort. Merci d'être là. Fabien Lecoeuvre est avec nous, on aura bien sûr toutes les infos dans un instant, dont une exclue apportée par Amaury Bucco. Vous allez voir, ça concerne l'histoire d'hier, le homejacking, et vous allez voir, le coup de théâtre est incroyable. Vous allez comprendre dans un instant, restez avec nous, c'est fou. En fait, cette histoire est complètement folle. En fait, on en a parlé hier, on va tout vous dire dans un instant, puisque Amaury Bucco aura l'exclu dans un instant. Pour le moment, merci Michel d'être avec nous. Mais juste, Fabien Lecoeuvre, vous avez l'année de 2025 de Céline Dion. Ça va à quoi va ressembler? Toute l'année. Merci, salut. Je donne maintenant? Non, bah non, demain. Sinon. Comme vous voulez. Non, alors j'ai appelé cette nuit le Canada, évidemment. Moi, j'avais fait un bouquin avec Céline Dion. T'as appelé le Canada Drive? Oui. T'as appelé le Canada. Ils m'ont donné un peu le planning. Ils m'ont donné le planning de Céline Dion. Et vous avez appelé qui au Canada? Le bureau de Céline Dion, évidemment. Ah ouais, vous avez appelé le bureau de Céline Dion. J'avais fait un bouquin avec eux. Ouais. Je connaissais bien René. René, ah oui. J'avais gardé des contacts et tout ça avec la famille et tout ça. Ouais, et donc... Alors, en fait, c'est une vraie exclusivité qu'on vous donne ce soir. Ouais, et vous l'avez appelé au bureau, vous avez dit, est-ce qu'elle va faire Céline Dion? Non, mais ils me connaissent là-bas, évidemment. D'accord, vous avez dit qu'est-ce qu'elle va faire en 2025? Oui, exactement. Et alors? Alors, au mois de février, sort l'album en anglais, le nouvel album en anglais. Ah ouais, fort. Le 23 septembre... Quand là? Non, pas cette année, 2025. Ah d'accord. Sort le nouvel album en français de Céline Dion. Ah ouais. Novembre et décembre. Elle va vite votre année, entre février et septembre. Ah non, mais attendez, je vais rajouter des choses au milieu. Ah d'accord, très bien. Ah, c'est bien foutu. Hein. C'est pas chronologique. Novembre. C'est pas chronologique. Non mais c'est magnifique. Alors, ouais. Novembre et décembre, elle remonte sur scène à Las Vegas. Elle apparaît sur scène, mais elle fera uniquement un concert d'1 heure tous les 4 jours. C'est tout. D'accord, d'1 heure. Et alors surtout, elle réalise son plus grand vœu, car à partir d'avril, le mois qu'il vous manquait, Cyril. Oui, bien sûr. À partir d'avril, elle commence une carrière au cinéma. Non. Oui. Oh. Et c'est son plus grand souhait depuis très très longtemps. Elle rêvait d'une carrière, d'embrasser une carrière au cinéma. Et chose faite, alors on n'a pas le nom du film, etc., ni le réalisateur encore, mais ça y est, c'est signé et elle commence ses tournages en avril 25. Donc elle va avoir une année très chargée. Et pour rassurer son public, un merveilleux public, c'est-à-dire tous les symptômes qu'elle pouvait avoir
dû à cette mauvaise maladie, eh bien, apparemment, elle a plus ça cette année. D'accord, donc elle va mieux. Elle va beaucoup mieux. Donc c'est pour la joie de millions de personnes sur Terre. Je le rappelle, aime Céline Dion, achète ses disques. Vous savez, Céline Dion, c'est un peu plus de 200 millions de disques quand même sur la planète. Hein. Merci. Puff Daddy a été arrêté, c'était quand cette nuit? Puff Daddy, c'était la nuit dernière, absolument, et cet après-midi, il a été inculpé. C'est un célèbre rappeur américain, très célèbre. Voilà, célèbre rappeur américain. Il a été inculpé cet après-midi. Qui ça? Pour Puff Daddy. D'accord. Et il y a 9 plaintes, c'est quand même pas rien, dont son ancienne compagne, avec qui il a vécu 10 ans, et surtout une star du X, Sissi, et qui, elle, dépose plainte aussi contre lui. Elle s'appelle Sissi. C'est son nom de scène. Hein. Je crois que vous disiez une star du X, Sissi. Ah, d'accord. Non, Sissi. Je croyais que vous disiez non, elle me disait Sissi. D'accord. Ah ben, c'est un nom de scène comme un autre. Mais alors, elles ont toutes déposé plainte pour violence. Ah ouais, quand même. Proxénétisme, en même temps. Parce que souvent, quand ils signaient un contrat, il y avait des cadeaux de femmes, ce qui arrive aux États-Unis assez fréquemment. C'est un non-dit de la société, évidemment. Bien sûr. Mais quand vous signez un bon contrat, on vous offre parfois une nuit avec une star du X. Ah, merci, merci. Donc voilà, oui, c'est un mauvais dossier merci. et je pense que là, ça va coûter cher, je pense. Très bien. Merci, on revient vers vous dans un instant. Merci. Michel Marie, on va parler de cette affaire incroyable. Possédé par le diable, il tue sa femme avant de se mutiler le sexe. Oui, c'est une histoire absolument ahurissante. Ça s'est passé dimanche à Rosny-sous-Bois. Ouais. Ah ouais, à côté. Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. C'est un couple de Moldaves, elle avait 26 ans, il a 29 ans. Il l'a étranglée en un premier temps, il s'est sectionné, il s'est entaillé le bas-ventre, mais très profondément. Et lorsque les policiers et les pompiers sont arrivés dans l'appartement, il était quasiment sur le point de mourir, il était en train de se vider de son sang. Il a été sauvé in extremis. Sa compagne, malheureusement, n'a pas eu cette chance. Elle avait des traces de strangulation autour du cou. On ne connaît pas le mobile qui les opposait. Enfin, on ne connaît pas le mobile de ce féminicide. Il a été placé en garde à vue et il ne faut pas compter sur lui pour expliquer quelque chose de cohérent. Il est complètement pimpin. Et d'ailleurs, il est parti en psychiatrie. Il disait qu'il était possédé par le diable, qu'il entendait des voix et qu'il a une force irrésistible qui l'a obligé à la fois à tuer sa femme et à se trancher les parties génitales. Incroyable. Et on a une autre histoire à Lille que j'ai trouvée en faisant des recherches sur celle-là. Un homme bat sa femme, se coupe le sexe, mais là, il sectionne le sexe et il saute par la fenêtre du 2e étage. Ah, voilà. Donc, je sais pas, il y a une épidémie de... C'est fou, non, mais c'est incroyable. Ça fait flipper quand même. Ça fait flipper, Je suis un violeur comme tous ceux dans la salle. Dominique Polico témoigne enfin. Alors ça, c'est incroyable. Oui, alors ça faisait quand même depuis le 2 septembre. Ce procès s'est ouvert le 2 septembre et c'est la première fois qu'il a fallu attendre donc aujourd'hui pour entendre le son de sa voix. Il avait des problèmes de santé auparavant. Il a été hospitalisé, été soigné et finalement il a pu comparaître à partir d'aujourd'hui. On a eu peur d'ailleurs à un moment donné que le procès soit renvoyé parce que ça prenait du retard, les audiences étaient décalées. Bref, il a pu s'exprimer et alors il a été entendu assez rapidement à la fois sur sa personnalité et sur les faits. Sur sa personnalité, j'y reviendrai si vous voulez, mais en tout cas sur les faits, il reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire tous les viols, d'avoir endormi sa femme, de l'avoir offerte à de nombreuses reprises, tout ce qui est dans le dossier, il le reconnaît. Il n'y a qu'un élément qu'il ne reconnaît pas, c'est d'avoir photographié sa fille. Il y a une photo dans le dossier où sa fille est endormie. Il ne le reconnaît pas, oui. Et ça, il ne veut pas le reconnaître. D'ailleurs, ça fait un incident d'audience, puisqu'elle a hurlé dans la salle, à son endroit, « Tu es un menteur ». Alors, et c'est fou, là, je suis un violeur comme tous ceux dans la salle, Gilles. Oui. Alors ça, évidemment, ça a créé un événement parce que ça signifie que la défense de tous les co-accusés, de tous les accusés qui étaient de dire « nous ne savions pas », elle vole en éclats, puisque lui, il dit « il ne pouvait pas ignorer, j'ai tout préparé avec eux ». Donc du coup, les avocats et les autres accusés ont frémi, mais là, c'est un aveu terrible pour tout le monde. Lui, il reconnaît. Alors, il y a eu 2 moments très forts, Cyril, quand Gisèle, à un moment, est sortie de l'audience, il y a eu une aide d'honneur du public, on lui a remis un bouquet. Ça, c'était un moment très fort. Là, c'est en image, regardez. C'est à la fin de l'audience.
Et puis, à un autre moment, Gisèle s'est avancée dans le box et a parlé presque directement à celui qu'elle nomme Monsieur Pellico. Elle ne donne pas son prénom. Et elle a dit, pendant 50 ans, j'ai vécu avec un homme dont j'ignorais tout. Et à ce moment-là, il lui a comme répondu en disant « Je te demande pardon ». Évidemment, pardon inaudible pour elle. Mais voilà, il a sorti ça à ce moment. Il a dit surtout « On est restés ensemble 50 ans de mariage. Pendant 40 ans, j'étais un bon mari. Et pendant 10 ans, j'ai été le pire des maris. » C'est fou, incroyable. Alors, il a dit aussi, je retiens de ma jeunesse que des chocs et des traumatismes. Il a été violé par un infirmier à l'âge de 9 ans, c'est ce qu'il dit. On l'aurait forcé à assister à un viol à l'âge de 14 ans. C'est dans son examen de personnalité qui est vraiment ponctué par des événements sexués. Effectivement, il dit avoir été violé quand il avait 9 ans par un infirmier. Il dit avoir surpris ses parents en train d'avoir une relation intime à au moins 2 reprises. Et il dit enfin avoir été obligé d'assister à un viol en réunion quand il avait 14 ans. Il était apprenti sur un chantier. Oui, Gilles. Il y a une particularité à l'audience, c'est que sans doute pour le faire parler et aussi pour qu'il soit là, puisqu'il a été examiné hier par des médecins qui ont dit qu'il peut être là, il a une sorte de traitement de faveur. Et ça fait un peu grincer des dents. C'est-à-dire qu'il a un fauteuil immense, ultra confortable. Il y a des pauses tout le temps. Il faut qu'il boive 1,5 litre d'eau. Donc voilà, il est très confortablement installé. Ce qui suscite quelques critiques parce que c'est rare. Oui, Michel. Non, je ne suis pas trop d'accord avec le traitement de faveur. Je pense que l'intérêt de la justice, c'est qu'il soit présent le plus longtemps possible. On sait qu'il est souffrant entre la prostate, les calculs rénaux, le calcul dans la vessie. Les médecins ont demandé une interruption toutes les heures et demie. Ça ne me semble pas être un vrai traitement de faveur. Donc voilà, je voulais juste reprendre là-dessus. Mais l'intérêt du système, c'est qu'il soit là le plus longtemps possible et qu'on puisse le juger et les juger tous ensemble. Alors, il a dit de sa femme, j'étais fou d'elle. C'était devenu celle qui remplaçait tout. Je l'ai énormément aimée comme je l'aime toujours. Et comme il a dit, je l'ai bien aimée pendant 40 ans et mal aimée pendant 10 ans. J'ai tout gâché, j'ai tout perdu. Je n'aurais jamais dû faire ça. Et, il fait un mea culpa. Je suis coupable de tout ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. Je demande pardon, même si ce n'est pas pardonnable. Tu as été merveilleuse et moi, j'étais à côté de la plaque. Donc, oui. Il y a une phrase très forte. Il dit aussi j'ai trahi la confiance et je l'ai peut-être perdu à jamais. Et là, le peut-être a suscité les mois de tout le monde, parce que ce peut-être, il n'a pas lieu d'être. Comme s'il avait l'espoir un espoir délirant. Mais voilà. Ouais. Bien sûr, c'est fou. On va revenir sur l'affaire Camilla et les terribles images de l'accident, puisque les terribles images de l'accident sont arrivées. Et maintenant, on y voit un petit peu plus clair. Oui, on y voit plus clair parce qu'on a une vidéosurveillance, enfin les images de la vidéosurveillance qui révèlent finalement... Pardon. Regardez les images, vous allez nous dire ce qu'elles révèlent. Regardez les images, regardez, elles sont arrivées, c'est fou, regardez. Ces images montrent les instants avant que Matteo B, à moto et cerclé en rouge, ne renverse la petite Camilla. Et elle pose des questions sur le comportement du jeune homme. A-t-il fait une roue arrière volontairement avec sa moto juste avant de percuter l'enfant ? D'après les policiers qui décryptent la vidéosurveillance, Matteo B, au fond de l'image, semble avoir ici les 2 roues au sol car la moto a son feu allumé. Ce n'est plus le cas quelques secondes plus tard. Alors joue-t-il avec le guidon pour effectuer l'acrobatie ? Devant la justice, il reconnaît la roue arrière, mais affirme qu'elle était involontaire. Alors donc, et on va rappeler ce qu'il avait dit, et on va rappeler les nouveaux éléments. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de l'accident, la moto est sur la roue arrière. Ça, il n'y a pas de discussion possible sur ce point. Après, la vraie discussion, c'est de savoir si, d'après ce qu'il dit, c'est accidentel, c'est-à-dire que la moto serait emballée, ou bien s'il l'a provoqué en mettant un coup de rein et un coup d'accélérateur puissant. Il me semble que c'est un tout petit véhicule de type 50 ou 125 cm3. C'est pas très puissant, donc je suis pas expert en mécanique. L'enquête le dira, un expert va analyser ce véhicule, voir s'il se cabre facilement ou pas, si en mettant à fond ça se cabre, ou est-ce qu'il faut au contraire aider le véhicule à se cabrer. Ça, c'est le premier point. On lui reproche également, sur la vidéo, de toucher son téléphone. Enfin, on pense qu'il est en train de téléphoner. Les images sont pas très bonnes, donc ça ressort de ce que disent les policiers qui ont décrypté cette vidéo.
Là encore, les techniciens vont pouvoir nous dire assez rapidement, enfin nous dire, ils ne me le diront peut-être pas à moi, mais ils le diront au juge, dire s'il était ou non en communication téléphonique par le système de FADET. Et le troisième point, il porte un sac à dos Uber Eats. Et on se pose la question, le sac à dos a disparu. Donc on se pose la question de savoir ce qu'il fabriquait avec ce sac à dos. Est-ce qu'il travaillait au noir, qu'il était pressé et qu'il roulait comme un fou? Ou bien est-ce que c'est le gentil étudiant qui regagnait son domicile paisiblement? Le sac à dos a disparu. Il dit là-dessus qu'il reconnaît qu'il avait ce sac. Il dit pas ce qu'il y avait dedans. Il dit qu'il y avait des affaires, mais rien de plus. Et on me l'a volé. C'est-à-dire qu'après l'accident, il aurait posé ce sac par terre pour répondre aux questions des pompiers, des policiers. Et on lui aurait piqué son sac à ce moment-là. Gilles. Tout ça pourrait constituer des circonstances aggravantes. Et la peine pourrait passer de 5 à 7 ans. Donc on va dire quand même que cette vidéo, dans son ensemble, elle n'est pas très favorable au jeune homme. Parce qu'il y a plusieurs points qui fragilisent sa thèse, qui est, lui, de dire effectivement roue arrière involontaire. Or là, il y a des points qui montrent quand même que si jamais il téléphone, si jamais il joue avec le guidon pour rééquilibrer l'engin, si jamais effectivement il travaillait au noir, voilà, c'est pas favorable. Il y a des infos qui viennent de tomber à l'instant. Apparemment, il y aurait une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Grasse pour des suspicions de menaces pouvant viser Matteo B, le principal suspect, le motard. Ça vient de tomber, sachez-le, Michel Marie. Donc voilà, a priori, il y aurait des menaces sur ce motard, sur ce Matteo. Ça m'étonne pas. Pourquoi, ça veut dire quoi, ça? Il est en liberté. Parce qu'il est en liberté et moi, en ce qui me concerne, je m'en félicite. Mais forcément, à partir du moment où on a son nom... sur l'affaire de Crépol, avant même que les suspects soient interpellés, les réseaux sociaux avaient les noms, les prénoms et les adresses et même les téléphones. Donc, au-delà du fait que ça peut faire capoter l'enquête policière, là, ce gosse, il y a 19 ans, mais ce gosse est en danger. Justement, on parlait de ça parce qu'il y avait justement la carte d'identité de celui qui avait... ça c'est l'accident avec... c'était à Grenoble. À Grenoble, exactement. On l'a toujours pas retrouvé, lui? Non, on l'a toujours pas retrouvé. C'est incroyable. Alors là, on a lancé un mandat d'arrêt, la justice a lancé un mandat d'arrêt international. On retrouve personne en ce moment. On retrouve pas grand monde, non. Non mais c'est vrai, c'est fou, c'est incroyable. Dans un instant, on aura les folles révélations sur l'affaire du homejacking d'hier. Vous allez voir, le rebondissement est dingue. Un peu plus sympa, beaucoup plus sympa, même Fabien Leclerc. À 57 ans, Vincent Cassel attend un enfant avec sa nouvelle compagne. Et oui, Nara, sa nouvelle compagne de 27 ans. Qui est enceinte. Donc bientôt, un heureux événement. C'est le 4e enfant déjà dans sa génération. Il est, voilà, vous avez les photos derrière de Nara, qui est plutôt une jolie femme. On ne vous a pas demandé votre avis. Non mais sérieux, mais qu'est-ce qu'il a lui? Il n'a pas demandé votre avis si vous la trouviez belle ou pas. Mais comme beaucoup d'acteurs de sa génération et même d'autres générations, souvent ils refont leur vie, arrivés la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, et ils partent avec des femmes plus jeunes. Bon, ça, c'est un vrai débat de la société aujourd'hui. Ça arrive. Mais attention, mais ça arrive aussi dans le sens inverse. Souvent, il y a des hommes. Il y a des hommes. Non, mais Leonardo DiCaprio, qui a 42 ans, il est parti avec une jeune femme de 24 ans. Vous avez des contre-exemples. Michel Sardou, son dernier mariage avec Anne-Marie, elle avait 2 ans de plus que lui. D'accord, ouais, bon, 2 ans. Donc, plus âgée que sa précédente femme. 2 ans. Ça peut arriver. Vous avez Demi Moore, grande spécialiste, qui a 61 ans et qui a un jeune homme dans sa vie maintenant de 20... spécialiste de quoi? Grande spécialiste. Pardon? Grande spécialiste. Des jeunes. Des jeunes. Ça va les prendre de plus en plus jeunes en avançant dans l'âge. C'est factuel, hein, c'est un constat comme ça. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais son dernier compagnon à Demi Moore, il a 24 ans, 25 ans. Ouais. Bon, ça arrive. Après, vous avez Maria Carey, qui elle a 46 ans. Elle a pris un compagnon de 11 ans de moins. Ah ouais, tranquille. Ouais. Et c'est comme ça. Ça arrive. Ouais. Bah, posons la question si vous voulez autour de ça. Non, mais t'emmerdes pas. Non. T'emmerdes pas, d'accord. Petite info. On a su ce qu'avait dit Teddy Riner à Emmanuel Macron lors de la parade des champions, quand il lui a remis sa cravate. Oui, alors il s'est expliqué récemment. Et alors il a expliqué, le président s'est approché de lui. Alors en fait, il avait retiré sa cravate au départ. Il faisait trop chaud sur le podium, déjà. Et puis, et puis quand il a dû lui remettre ce fameux... Il a été fait commandeur dans l'ordre national du mérite. Donc c'est une cravate qu'on remet. C'est pas une médaille, c'est une médaille au bout d'une cravate, en fait. Et alors il lui a demandé, le président l'a un peu rhabillé,
lui a reboutonné la chemise qui était un peu débraillée, etc. Et à l'oreille, il s'est excusé, Teddy Riner, au président Macron de cette tenue, mais il était pris par la chaleur, etc. Voilà ce qu'ils ont échangé. C'est pas du tout ce qu'il lui a dit. Ah bon, vous avez une autre version? Bien sûr. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, je crois que personne n'a vécu ça, donc c'est encore quelque chose que je raconterai à mes petits-enfants. C'est ce qu'il a dit Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir, mais oui. Mais vous êtes excellent, mais j'avais pas cette version-là. Moi, j'avais une autre version sur le fait qu'il avait un peu rhabillé avant de lui remettre la... Vous allez vous foutre de notre gueule comme vous avez. Non, mais c'est vrai, quoi, mais non, mais c'est incroyable. Non, mais qu'est-ce que c'est que cet imposteur? Sans rigoler, vous êtes devenus fous, quoi. Il y a plusieurs versions qui tournent. Non, mais la bonne version, c'est la mienne, oui. Donc vous, c'est quoi votre version? Moi, il l'a rhabillé et il s'est excusé à l'oreille. Teddy Riner a dit... Excusez-moi pour ma tenue, président. Teddy Riner. Et Gilles, tu as quoi comme info? Je partage votre version, Cyril. Ah, bien sûr. L'imposteur sort ça, ouais. Bien sûr. Vous n'aviez pas tout, en tout cas. Vous non plus, vous n'avez rien. Vous n'aviez rien. Dans un instant, les folles révélations sur l'affaire du homejacking hier. Vous allez voir, le retournement de situation est fou. Juste avant, Michael Youn est devenu chauve complètement. Oui, Michael Youn est complètement chauve, mais c'est pour les besoins d'un film, évidemment. Il va tourner un film produit par l'UGC. Qui s'appelle Comme un œuf. Ah, d'accord. Donc il a commencé le tournage là il y a quelques jours. D'accord. Et il réattaque le 24 septembre. Enfin voilà, donc il se rase la tête. Moi je le connais bien parce que c'était mon élève. Ah oui? Oui. J'étais son prof pendant 1 an au Studio École de France. Ah ouais, vous étiez prof? Oui. Il devait avoir une belle vue, les élèves. Hein. On se connaît bien. Et il est né le même jour que moi en plus. Ah ouais, pas la même année. Quel jour? 2 décembre. Ah ouais, très bien. Vous reviendrez le 2 décembre. Merci. Amaury Bucco nous a rejoint pour la révélation du jour. Et on va revenir sur cette affaire folle. Je voudrais qu'on reparle de cette affaire d'hier. Et vous allez voir, le rebondissement est incroyable. On va en parler, bien entendu, avec Amaury et Michel aussi. On va d'abord rappeler l'histoire d'hier. On en a parlé hier. Ça s'est passé hier après-midi. C'était à Paris. Exactement, oui. Ça s'est passé, alors c'était lundi, en fait, vers 14h. Dans le 16e arrondissement de Paris, rue Renoir. C'est une rue qui est entre à la fois le métro Passy et la maison de Balzac. C'est dans le Paris, c'est dans le 16e. Hein. Le beau quartier, comme on dit. À côté de la Tour Eiffel, pas loin. Exactement, plutôt des quartiers bourgeois. C'est bon, merci, c'est bon. Et donc là, vous avez 2 personnes qui entrent dans un appartement, manifestement pour le cambrioler. Dans cet appartement, il y a une jeune fille de 13 ans qui est ligotée, menacée avec un couteau. Et pendant ce temps, évidemment, eh bien, les 2 malfaiteurs en profitent pour dérober des bijoux, des colliers, avec quand même un butin de 15 000 €, donc une grosse somme. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la police judiciaire qui a été chargée de l'affaire. Et une fois que les 2 complices se sont enfuis avec le butin, eh bien, la jeune fille a réussi à se détacher de ses liens, à prévenir sa mère, qui elle-même a prévenu la police, qui est arrivée très rapidement vers 15h. Alors, cette jeune fille, c'est une jeune adolescente de 13 ans. Elle a réussi donc à se défaire de ses liens. Mais aujourd'hui, il y a eu un rebondissement dans cette affaire. C'est notre révélation du jour. C'est vraiment une info qu'Amaury nous a donnée, puisqu'il a enquêté là-dessus, il a eu les infos. C'est absolument fou, le retournement de situation que va nous raconter Amaury. Sans le dire, vous étiez au courant, Michel, ou pas du tout? Non. Vous n'êtes pas au courant du retournement? J'étais au courant parce que je l'ai croisé dans les couloirs, croisé Amaury dans les couloirs. Incroyable, mais c'était pas au courant, c'est un truc de fou. Alors... Et ça va, je vous le dis, encore une fois, je me suis dit, on est dans un monde de dingue et on marche sur la tête. Écoutez. Alors d'abord, Cyril, je veux juste te dire, il faut prendre 1000 précautions parce que là, on est au tout début de l'enquête et qu'une enquête, ça peut être long. Mais effectivement, cette affaire interroge les policiers pour plusieurs raisons. Alors la première raison, la plus évidente, c'est que les malfaiteurs étaient pas du tout habillés comme habituellement les personnes qui font des homejacking, qui sont plutôt vêtues de noir en survêtement. Là, ils étaient habillés en costume. Donc, est-ce que c'était pour tromper les témoins, tromper la victime, ou au contraire parce que c'était des personnes qui étaient proches de la victime ou qui étaient du quartier? En tous les cas, c'est un point qui interroge, mais ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres points. D'abord, c'est que la fille de 13 ans, donc, qui a été homejackée, semblait bizarrement traumatisée. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de bonne manière d'être traumatisé, évidemment, mais les policiers ont évidemment l'habitude de voir des victimes en choc post-traumatique. Bizarrement traumatisé, c'est quoi ce qu'elle est? En fait, vous avez l'habitude de voir des victimes de ce genre de fait et vous dites, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas exactement dans le même état d'esprit que les victimes qui viennent de subir quelque chose quand même de très lourd, où vous êtes quand même menacé par un couteau, ligoté chez vous. Chez vous, c'est sans être le lieu où vous êtes le plus sécurisé. Donc voilà, ça les a interrogés. Deuxième chose, son récit était peu cohérent. Ça, c'est très important dans les enquêtes de police. Évidemment, la cohérence entre les faits tels qu'ils sont racontés par la victime.
Les malfaiteurs, par ailleurs, avaient l'air plutôt à l'aise, puisqu'on a regardé les images de vidéosurveillance. Donc on s'est dit qu'ils connaissaient les lieux, ou du moins qu'il y avait quelque chose de convenu dans leur attitude. Et le dernier point, c'est que les malfaiteurs seraient venus sans moyen d'entraver les victimes ou la victime. C'est-à-dire, normalement, ils viennent avec des serflex, vous savez, ces petits morceaux en plastique pour ligoter les gens. Là, ils n'avaient rien avec eux et ils se seraient servis d'un rouleau de scotch qui était dans le salon, fortuitement, pour ligoter la victime. Et ça aussi, c'est un détail qui est interrogé comme si, finalement, ils savaient qu'ils allaient pouvoir le faire facilement. Si vous voulez, tous ces détails, évidemment, rend l'affaire un peu inédite. Les policiers se posent plusieurs questions. D'abord, pourquoi les malfaiteurs sont allés dans cet appartement précisément? Est-ce qu'ils avaient eu des indications en amont? Est-ce qu'ils avaient des complicités? Et est-ce que cette complicité, ça ne serait pas la principale victime, cette fille de 13 ans? Au conditionnel, bien entendu, mais évidemment. Ce serait fou. Ce serait fou. Donc en ce moment, c'est vers ça que... Voilà, ils enquêtent là-dessus, les policiers. En tous les cas, moi d'ailleurs, si on m'en a parlé, c'est que c'est quelque chose qui leur a tout de suite paru étrange dans cette affaire. Ça ne veut pas dire que ce sera la vérité, mais du moins, ça les a tout de suite interpellés dans cette affaire. D'accord. Et pour l'instant, ils n'ont pas interpellé les auteurs, pas à ma connaissance. D'accord, toujours pas. Michel, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. J'écoutais avec beaucoup d'attention ce récit. Bon, moi, j'ai 2-3 réponses. Pour le costume, quand ils tapent à la fausse qualité, généralement, ils se font passer pour des policiers, ils arrivent en costume. Ça paraît pas forcément totalement incohérent. Je fais l'avocat du diable, évidemment. Pour nos téléspectateurs aussi. Pas traumatisé, il y a différentes façons d'exprimer son traumatisme. On peut pleurer, on peut s'énerver, comme on peut tout garder pour soi. Plus emmerdant, le récit incohérent, ça je suis d'accord. Et puis quant au scotch, ils sont 2 hommes pour ceinturer une gamine de 13 ans. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de... Il suffit de prendre... Souvent, ils prennent du fil électrique, d'une lampe de chevet ou d'un câble de téléphone et ils attachent. Encore fallait-il qu'ils sachent qu'il y a juste une